et merci d'être connecté sur cette chaîne qui se veut une chaîne qui donne un autre visage du continent africain. Nous l'avons reçu il y a de cela quelques semaines sur ce plateau de télévision et aujourd'hui il nous fait honneur pour sa première sortie médiatique après les élections législatives et municipales du 9 février dernier au Cameroun. Cette personne, elle n'est plus à présenter, c'est le président Balakani. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de thématiques particulièrement liées aux élections. Et le président Balakani a accepté non seulement pour sa première sortie de venir devant vous dans votre émission Cellule de crise, mais au-delà de donner sa part de vérité pour ce qui s'est passé le 9 février dernier au Cameroun lors des élections législatives et municipales. Bonjour, président Balakani. Bonsoir, mon cher Davaris Goudou. Bonsoir à tous les téléspectateurs et tous les affidés de Africa TV, qui est une chaîne sur laquelle nous fondons énormément d'espoir et qui, de par la dynamique qu'elle incarne, nous permet de continuer à espérer d'un réveil d'une véritable renaissance de notre continent. Pas pour demain, mais déjà là, ça a déjà commencé. Donc, je vois Africa TV comme cette consolidation de cette grande dynamique que nous avons initiée depuis 10 ans, qui est de remettre l'Afrique et de l'Afrique à retrouver le rang, n'est-ce pas, qui est le sien dans les affaires du monde. Ce qui se peut voir débarrasser de l'impérialisme et tout ce que, n'est-ce pas, tout ce qui est arrivation et qui constitue un obstacle, n'est-ce pas, pour ce projet-là. Donc je salue une fois de plus, je suis très content. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai réservé la primeur, n'est-ce pas, oui, ce n'est pas le fait du hasard, la primeur pour ma sortie, première sortie médiatique après les élections. Permettez-moi de saluer les techniciens de votre télévision. Vous savez que généralement, on ne les voit pas. Mais vous savez très bien que sans eux, moi et toi, vous pouvez être là pour faire ce travail. Je voudrais commencer, mon cher David, avec votre permission, par m'incliner devant la mémoire d'un des plus grands Africains de notre temps, qui est parti, Jean Arthur Aoumou. Son anniversaire est prévu pour la semaine prochaine. Vous connaissez ce qui me lie à lui. Donc c'est comme si c'est une partie. À nous tous. Très bien. À nous tous. Frère Jean Arthur. À nous tous. C'est comme si c'est une partie de nous qui est partie. Nous répétons à dessein. Donc je voudrais m'incliner devant sa mémoire. Arthur était, je le dis pour moi, c'est un des plus grands Africains que nous avons eu depuis bientôt 50 ans. Vous savez qu'il y a des hiérarchies qui ont été établies en Afrique. Il faut appartenir à un certain réseau pour être reconnu comme grand, même quand vous faites vos preuves. Mais Arthur n'appartenait pas à ces réseaux. Mais notre rôle, Alvarez, c'est de le situer dans le rang qu'il mérite. Un grand héros panafricain, un grand homme, un grand combattant qui a consacré sa vie au rétablissement de l'Afrique dans sa dignité et dans le leadership qu'elle appelait à exercer dans les affaires du monde. Je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Dans sa maladie, il a été pris en charge. Il a été accompagné dans sa maladie, prise en charge par le NMP. Il faut le dire. Oui, notons que beaucoup de gens ne le savent pas. Jean Arthur était membre du NMP, votre parti. Il a été pris en charge. Mais non, il n'était pas membre du NMP. Il n'était pas membre du NMP. C'est bon, c'était important de faire cette clarification. C'est beaucoup de personnes parlent. Les gens font de confusion. Non, non, non. Arthur Aoumou était IPCiste. Il appartenait à l'UPC. Il n'a jamais été membre du NMP. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Mais on était très liés. Donc, c'est le NMP, à travers la camarade Madame Sak, que je salue en passant, qui a pris en charge Arthur Aoumou durant sa maladie. Je sais les contributions que tu as faites d'Alvarez. Il faut le dire. Très modestement. Non, non, il faut le dire. Modestement. Nous avons informé la direction d'Afrique Média, qui, comme d'habitude, n'est-ce pas, a ignoré, n'est-ce pas, totalement le camarade Aoumou, n'est-ce pas, parce que la direction d'Afrique Média a cette particularité de ne s'intéresser aux panélistes que lorsque... Bon, nous ne pouvons pas parler d'Afrique Média puisque c'est notre consoeur. C'est Balakani qui parle. Rassurez-vous, les propos que je tiens ici n'engagent pas Africa TV. C'est le président Balakani qui assume. Et si la direction d'Afrique Média avait réagi, qu'elle interpelle le président Balakani. Et je dis,
cette tendance-là à ne considérer les panélistes que comme le papier hygiénique qu'on utilise et qu'on jette après usage, rentre dans une vieille dynamique que nous allons exposer le moment venu. Le moment venu. Donc je tenais à le dire. Nous serons là pour accompagner le grand Atu Aboumou. Il ne va pas s'arrêter là. Nous saurons lui rendre hommage, non seulement en continuant le combat qui était le sien, mais en lui consacrant, n'est-ce pas, des stèles écrits. Des stèles écrits, parce que les stèles, ce n'est pas seulement un monument physique. Oui, c'est écrit des livres, c'est écrit quelques documents pour rendre hommage, n'est-ce pas, à la trajectoire de quelqu'un. Nous le ferons. C'est un engagement solennel que nous prenons devant le monde entier. Je voudrais aussi, à votre permission, continuer à crier pour dénoncer une situation aujourd'hui au Cameroun. Voilà. Il n'y a pratiquement pas d'électricité ces temps-ci à Douala. Alors qu'il y a beaucoup de barrages. C'est rationné. L'État a fait un grand effort. À la suite toujours de notre action, à l'époque où j'étais encore dans mon ancien parti, le Malidem, et d'autres patriotes, un grand projet de remise, n'est-ce pas, en capacité de dispositif énergique du Cameroun a été fait pour résorber le déficit énergétique. Mais malgré tout ça, comment on revient pratiquement à la situation d'avant ces grands travaux qui ont été faits, à savoir le retour au délestage. Douala vit au rythme de délestage. Mais il faut qu'on explique ça, c'est pas normal. Douala vit au rythme de délestage. Moi je vis à Nobel, je vis ça tous les jours. On rationne l'énergie, ce n'est pas normal. Alors que l'État a investi suffisamment, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités énergétiques du pays. Mais pourquoi alors ça ne marche pas? C'est la question que je pose. Je suis en train de justement... Puisqu'en fait, Eneo, je prends l'exemple simple. Eneo, c'est vrai que vous entrez par là. Eneo quand même a fait un communiqué disant clairement que l'État lui doit beaucoup d'argent et que Eneo est en manque de liquidité pour acheter le fuel pour faire tourner les centrales. Ben, qu'est-ce que le Camerounais lambda a foutu de ça? Permettez-moi l'expression. Bon, malgré ça, est-ce qu'Eneo ne fait pas de bénéfices? Vous ne pouvez pas justifier, Davaris Goudjou, le fait de priver les Camerounais de leur droit à l'énergie par le fait que vous avez une dette avec l'État. Puisque si l'État ne paye pas sa dette, non, ça ne veut rien dire. D'abord, c'est qui l'État? Le service. C'est qui l'État? Vous connaissez l'État? Non, c'est qui l'État? Elle a la dette avec qui? Avec quelle structure de l'État? Quand on dit l'État, c'est vague. Avec qui est-ce qu'elle est endettée? En tout cas, le Cameroun là, n'a pas. Vous savez, on s'en fout de ça, permettez l'expression. Moi, je me rappelle à l'époque, au temps d'Arsonel, il justifiait, il dit non, vraiment, c'est l'étiage qui pose le problème, il n'y a pas assez d'eau. Mais pendant ce temps, il faisait des sur-bénéfices. C'est le problème. Et là, je vous parle, est-ce que Eneo ne fait pas de bénéfices? C'est ce qu'il s'agit. Donc, moi, je dis, le problème de Cameroun, ce n'est pas de savoir quel problème Eneo avec l'État. C'est un opérateur privé qui a pris celui de signer un contrat. Et dans le contrat, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux de ce contrat. L'accès à l'énergie des Camerounais n'est pas négociable. On ne peut pas priver les Camerounais d'énergie sous prétexte que Eneo a une dette avec l'État. Ça n'a pas de sens. Alors je parle là. Si vous avez une dette de plus de 100 milliards, près de 150 milliards. Est-ce que Eneo fait des bénéfices? Je suis d'accord, je pose une question. Est-ce que dans les conditions actuelles, Eneo fait des bénéfices? Oui. C'est une concession qui lui a été faite, n'est-ce pas? Elle savait, n'est-ce pas, quelles en étaient les conditions. Elle savait, c'est en toute connaissance de cause, n'est-ce pas, que Eneo. Mais il n'était pas prévu quand même dans les conditions que l'État ne paye pas ses dettes, Monsieur le Président. D'ailleurs, vous savez, moi je vais parler à la place de l'État. Lorsque l'État va se défendre, lorsque l'État va ouvrir sa bouche pour dire certaines choses, vous serez surpris. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles même Eneo a pris ce secteur, vous voulez qu'on revienne dessus? Monsieur le Président Malakani, c'était les conditions extrêmement mafieuses. Les questions énergétiques. Extrêmement mafieuses. Les questions énergétiques, ce sont des questions qui étaient au centre des dernières élections municipales et législatives. C'est vrai pour le téléphone aussi. Le réseau est tellement défectueux. Exact. Vraiment, c'est inacceptable. Et l'agence de régulation ne dit rien. Vous faites un appel, vous le trouvez en train de payer 5 appels. On coupe. Vous relancez, on coupe pour relancer, ça dure bientôt depuis plus de 6 mois. Monsieur le Président Banakani, il faut le dénoncer. Monsieur le Président Banakani, vous étiez ici il y a quelques semaines. Vous en prie. Puisque vous soulevez des problématiques qui touchent les besoins des Camerounais. Voilà. Et vous avez fait une campagne dans le cadre des élections municipales et législatives. Les élections sont passées le 9. Nous sommes aujourd'hui le 21. Monsieur le Président Banakani, comment vous sentez-vous après les élections du 9 février dernier? Merci Davaris de me permettre de revenir sur cela. Mais avant de répondre, je voudrais dire, vous savez que la dénonciation des
conditions de vie des Camerounais, c'est une tradition. Mon parcours politique, vous le savez. Ça fait 30 ans que je fais. Parce qu'il y en a qui pensent que Balakani fait seulement la géopolitique. Encore que ce sont des questions géopolitiques. Bon, les ignorants pensent que les problèmes d'eau, tout ça, ce n'est pas le problème géopolitique. C'est de la géoéconomie, c'est de la géopolitique. J'ai fait que ça. Donc je suis dans un rôle que j'ai fait depuis. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour revenir à votre question, mais je me sens très bien dans le Baris après les élections. Je me sens très bien. Vous savez, quand j'ai fait la conférence de mi-campagne, mi-campagne, vous vous souvenez, j'ai fait la conférence de mi-campagne pour faire un peu le bilan. Nous avons couvert cela. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous avais dit que dans ma culture politique, les élections ne servent pas seulement à des victoires. J'indiquais qu'il y a des contextes même où il y a des victoires sans honneur, sans dignité. Les élections servent aussi à diffuser dans l'imaginaire public les idées nouvelles. Les élections servent à ouvrir des perspectives au pays, perspectives politiques. Les élections servent à protéger un pays qui est menacé de recolonisation. Les élections peuvent servir à éduquer les militants même de son propre parti. Les élections peuvent servir à hausser le niveau des personnes que vous formez depuis peut-être 5-10 ans. Donc il y a beaucoup de raisons qui concourent, qui permettent d'aller aux élections. Donc, nous sommes sortis de cette élection avec un résultat d'Alvarez, contrairement à ce que les gens pensent, qui me satisfait. Je vais vous dire pourquoi. Justement, avant de nous dire pourquoi, peut-être préciser que le NMP, votre parti, avait une liste pour les municipales dans la ville de Douala, première, une deuxième liste pour la mairie de Douala, deuxième. Tout à fait. Et vous, le président Balakani, vous étiez tête de liste pour la mairie de Douala, deuxième. Tout à fait. Quels sont les scores que vous avez eus pour ces deux municipalités? Il faut d'abord préciser ceci, mon cher Davaris, que les deux communes où nous nous trouvons ne veulent pas dire qu'on pouvait pas aller au-delà. Il faut rappeler ça aux gens. Nous avions une liste à Fumbot, bien constituée, comme toutes nos listes. Avec l'argent, on payait nos cautions. C'est l'agent local des impôts qui a confisqué notre liste d'Avaris Godjou. On peut constater par c'est possible dans un pays qu'un simple agent d'impôt confisque. Vous savez, je n'ai pas. Il a confisqué notre liste. Ça a été fait. Il y a un constat d'huissier qui a été fait pour ça. Il n'a pas nié. Le constat d'huissier est là. Vous poursuivez la procédure? Nous sommes allés au contentieux. Ça avant l'élection. La liste, on est allé au contentieux. Le tribunal administratif de l'Ouest, de la région de l'Ouest, a bien validé le fait que, effectivement, c'est un préjudice grave que nous avons subi à travers le comportement de cet agent des impôts, de ce monsieur des impôts. Mais simplement, la conséquence était quoi? C'était que, à cause de lui, une des cautions, il restait, sur l'ensemble des cautions, une des cautions n'a pas pu être payée à cause justement du comportement des gens des impôts. Donc c'est comme je vous ai dit au contentieux, que malheureusement, on ne paye pas les cautions après coup, après la date. Alors que ce n'était pas de notre faute. Les camarades ont voulu qu'on poursuive ce conseil constitutionnel. Je leur ai dit non, on n'a pas le temps à peine, laissez ça. Pareil à Maloka. À Maloka, nous avions des listes bien constituées. Mais là aussi, à cause de certains comportements de certains agents de l'État, nous sommes arrivés en retard pour payer nos cautions. Je laisse à Yabassi, la liste n'a pas pu être faite à cause du comportement, des défaillances, n'est-ce pas, de celui qui portait la liste. Vous voyez, quand c'est lui qui sont responsables, je le reconnais. Mais Davaris, vous savez, beaucoup de partis dans cette élection, la plupart des partis ont été aidés. Je ne vais pas dire plus. La plupart, des partis politiques. Lesquels non, je m'arrête là. Très malgré tout, j'ai le devoir de protéger l'État du Cameroun. Vous le savez, c'est ma position. Mais tous les partis sont l'État du Cameroun? On parlait des partis. Tous ces partis ont été aidés. Attends, président Balakani, les partis, est-ce que les partis c'est l'État? Tous ces partis ont été aidés. Est-ce que les partis c'est l'État? Non, ce n'est pas l'État. Justement, on parle des partis et non d'État. Mais je vous dis pourquoi je veux pas aller au-delà de ça. Vous ne pouvez faire bouger de ça. Vous savez, moi, je suis un patriote. On ne me bouscule pas comme ça. Je vous dis pourquoi nous subissons ce traitement. Alors que d'autres forces politiques ont été soutenues et aidées. Pas les structures qui étaient justement en charge. C'était au moins non, je dis bien, attendez-moi parler, non. Je dis bien tous ces partis. Tout. Je dis bien tous ces partis ont été aidés. Sauf le NMP. Et donc savoir pourquoi. Maintenant, je repose... Je n'ai pas dit plus que ça. Oui. Vous savez, il y a des choses qui se préparent. Je vous le dis. Moi, je suis en train de préparer un livre. Okay, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans ce livre. Donc, tous ces partis ont été aidés. Donc, il fallait que je le dise. Pourquoi il fait que non? Il a seulement été capable de mettre des listes dans 2 communes. Vous savez, j'ai beaucoup de détracteurs et d'ennemis qui profitent de tout pour m'attaquer. C'est normal.
Donc, on était présents, des bonnes listes. Faites attendre, on était les premiers à déposer nos listes, que ce soit à Douala deuxième ou à Douala première. Nous étions les premiers à Douala deuxième. Pour aller vérifier les cas. Pareil à Douala première, à venir déposer nos listes. Des listes bien faites. Donc, si les choses étaient bien passées d'Avaris, on aurait été à Maroka, on aurait été à l'ouest, à Bafoussam, on aurait été à Fumbo, on aurait été à Yabassi. Pour un parti qui allait pour la première fois aux élections, c'est déjà ça. Maintenant, pour revenir au score, nous avons fait 5,37% à Douala deuxième. Douala deuxième. Oui, à Douala première. 30e par rapport au troisième. Donc, en tête de liste, le RDPC, la coalition. La coalition SDF, PCRN, UDC, UPC. Est-ce que la loi permet cela, qu'il y ait une coalition des partis? Bon, je vous ai dit, c'est bien quand vous commencez vous-même à comprendre. Les partis peuvent coaliser. Je vous dis, pour les municipales. Le blanc ne connaît pas ça au Cameroun. On ne connaît pas les alliances des partis politiques. Ben, je m'arrête là pour que vous me tirez les conséquences. Parce que il paraît que le président Balakani a une alliance extraordinaire avec le RDPC au pouvoir. Mais on va y arriver. Donc, vous dites. Donc, dans la deuxième, vous avez eu on a eu près de 5,37%. 5,37%. À Douala première, nous sommes à 3,47, 48. Et quand sur la liste? Douala première, avant, troisième aussi. Oui, troisième toujours. Avant-dernier. Oui, avant-dernier. Et tête de liste, le RDPC, mené par Lingué Malapa. Second, SDF. SDF. Après, c'est le MP, d'autres partis qui ont eu deux conseillers, tout ça comme ça. Mais, qu'est-ce qui est important? C'est-à-dire que la totalité de votre score n'atteint pas les 10%. 10%. Pour les deux. Pour les deux. Bon, on ne le calcule pas exactement. Exact, justement. Oui. Mais, à partir de là, nous avons franchi la barre qui permet désormais d'être un parti qui compte. Pourquoi? J'y reviendrai tout à l'heure. Si le RDPC ne s'était pas attribué la majorité absolue à Douala deuxième, je dis bien ne s'était pas attribué. Comment? Par les fraudes. Les fraudes, qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous avons fait des constats d'huissier, on a vu tous les éléments. Ça va se faire partie, n'est-ce pas? Des exemples. Nous avons attrapé des chefs de quartier, des chefs de bloc, en flagrant délit de collecte des cartes électorales des gens, contre des charges d'argent et promesses de finition des sommes promises après l'élection. C'était combien de personnes? Non, je ne sais pas. Mais il y a l'audio, il y a les audios. Parce que si vous prenez une personne en flagrant délit, on l'a fait constater par huissier. Par un huissier. Flagrant délit. Et l'huissier n'a pas noté le montant. S'il aime les audios, il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant. Mais les promesses étaient claires. Ces gens ont perçu de l'argent, ils écrivaient, et la liste était des listes écrites RDPC. C'était pas écrit, c'était bien écrit RDPC, cette liste-là. C'était vulgaire dans tout Douala deuxième. Pour ne pas laisser Douala deuxième. En Gonsoir, partout, les gens faisaient ça. Et lorsqu'on les a interpellés, ils sont venus dire dans le débat que non, c'était le sommier politique qu'ils étaient en train de faire. Bon, ça fait rire, il n'y a pas de débat dessus. On ne fait pas le sommier politique en pleine campagne électorale. Donc, c'était fait qu'on soit défié. Nous avons fait constater par huissier le fait que Elecam, jusqu'à samedi soir, on n'a publié aucune liste de votants. On a loi lui prescrit de le faire 6 jours avant le vote. Donc non seulement le vendredi, le RDPC était en train d'organiser ses fraudes, mais aussi de l'autre côté... Avec la complicité, n'ayez pas peur du mot. Non, je veux dire l'arbitre du jeu, notamment Elecam. La complicité de l'antenne locale de l'Elecam. Vous n'avez pas peur du mot. Je sais de quoi il parle. Parce que c'est fait constater par l'huissier. Le constat de l'huissier sont là. Nous avons réuni les éléments durant l'élection. Comment est-ce que les gens sortaient du bureau de vote et allaient toucher l'argent au secteur municipal de la deuxième. Et les éléments sont là. Des chefs de quartier qui se tenaient devant les bureaux de vote matin jusqu'au soir pour non seulement orienter les électeurs, mais les remettre de l'argent après qu'ils aient voté et les conduire au secteur municipal. Vous avez les preuves de ces affirmations, je vais dire les vidéos, des photos. Tout le monde sait à Douala deuxième que quand on parle de brigade anti-fraude, vous savez que j'ai mis sur pied une brigade anti-fraude, non, d'Avaris. Vous savez ça, non? De l'Impelami, non, de l'Impelami. Et c'est la référence parce que l'autre prétendu grand parti de l'opposition nous a copié. Bon, nous avons laissé faire. Mais après, vers qui venait-on pour chercher les preuves pour aller au contentieux? Vers le LNP. Ça veut dire que ces grands partis n'ont mis aucun dispositif sur pied pour lutter contre la fraude. Mais quand nous avons lancé la brigade anti-fraude,
C'était la bagarre pour dire que c'est nous, c'est nous. Tout le monde savait que c'est la conférence que vous avez couverte, que nous avons lancé cette brigade anti-fraude. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi je n'ai fait aucun contentieux. Je vais y arriver. Donc, pour vous dire que les faits sont là. Les faits sont clairs. Madame Fampou elle-même est allée dans les quartiers prendre les cartes électorales des gens, sous prétexte qu'il devait avoir la nouvelle carte. Alors, quand on dit que non, vraiment, c'était pour inscrire les gens. Non, ce n'était pas une inscription. Des personnes se retrouvaient avec 2 cartes. Pourquoi? Parce qu'elle a collecté près de 400 cartes comme ça, au moins. Et il était question qu'on détruise les cartes collectées contre une nouvelle carte qu'on va remise. Or, il y a des personnes, malheureusement, dont les anciennes cartes n'ont pas été détruites. Elles se sont retrouvées avec 2 cartes. J'avais interpellé Elé Kama à l'époque par rapport à ça. Il me dit non, président, assurez-vous, même s'ils ont ça, ils ne voteront pas à cause d'un dispositif qui est fiable, informatisé. J'ai dit ça, soit. Mais, Madame Harris, qui a détruit ces cartes? Qui a vérifié qu'elles sont détruites? Et maintenant, vous voyez pourquoi des gens vont venir voter, après un certain heure, les gens vont venir voter avec l'accord de l'ECAM, qui dit, je permets, quand on appelle, le président de vote appelle, il dit, moi, en tant que responsable antenne de l'ECAM, je permets que cette personne vote. La loi le lui permet? Oui, bon, il est commence à ce pouvoir. Le gars de l'antenne de l'ECAM peut avoir ce pouvoir de police. Parce que sur le plan légal, il y a un problème. Les listes de votants devaient être publiées bien avant. Ouais. Or, je vous dis que jusqu'à dimanche, c'était pas ça. Nous l'avons constaté vendredi par huissier. Les procès verbaux sont là, monsieur Delvaux. Les étoiles d'huissier sont là. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est plein comme ça, l'argent circulait à flot. Et vous savez, moi, je ne suis pas un plein-char. Mais l'argent venait d'où? Mais des réseaux des parrains et des réseaux du RDPC. Durant la campagne, j'ai dénoncé ça. C'est ici chez vous que j'ai été le seul à prendre sur risque à la deuxième. Là où personne ne parlait, y compris les partis d'opposition qui étaient dans le conseil. Personne ne parlait. Personne n'a même parlé, osé dénoncer la mafia qui est en à la deuxième. N'est-ce pas? Ou n'est-ce pas, des réseaux de Yaoundé ont confisqué le budget de la mairie. Pas de voix, et ils se partagent cela. Je l'ai fait. Bon, la campagne est finie. Moi, je ne suis pas un pleinichard. Vous comprenez? Je ne suis pas un pleinichard. Donc, il y a eu un dispositif de fraude systématisé et généralisé à Douala deuxième. Moi, je ne parle pas des autres endroits, je n'étais pas là-bas. Donc, vous estimez qu'à Douala premier, tout s'est passé normalement? Là encore, je reviendrai. Oh, je reviendrai. Puis l'histoire avec Douala deuxième. Donc, voilà les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux élections. J'avais contre moi une coalition de 4 partis d'opposition. Donc, opposition contre opposition. Très bien. Bon. Je me considère... Moi, je n'ai pas de lien... Vous savez, mes positions sur la scène politique camerounaise. Je me suis détaché il y a très longtemps de ce type d'opposition-là. Donc, vous avez le SDF, le PCN, l'UDC et l'UPC qui ont fait coalition. J'avais en face de moi la machine du RDPC. Nous étions seuls, sans aucune coalition. Nous sommes allés dans cette élection contre ces 2 machines, mais surtout la machine du RDPC. Vous savez contre qui je me battais dans la deuxième? Parce qu'il faut le dire. Je me battais dans la deuxième contre le réseau de M. Bolloré. De M. Bolloré? Bolloré. Vincent Bolloré a-t-il des intérêts à Douala deuxième? Non. Est-ce que Vincent Bolloré a besoin Il n'a pas d'intérêt économique à Douala deuxième, non. Mais il a des intérêts politiques à travers ses représentants. Qui estiment que... Comme qui, par exemple? Bolloré a des représentants? Comme qui? Mais tous ces groupes politiques, quand vous avez l'équipe combattait dans la canne à Douala deuxième, je vais vous citer les noms. Ce réseau de Bolloré au niveau national, qui ne pardonne pas au NMPE son président, d'après eux, d'être contre la France. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, pour commencer. Dénoncer l'impérialisme, c'est ça, être contre la France. Mais il y a longtemps que nous, on n'est plus à ce niveau. Les Français pensent qu'ils veulent leurs amis. On ne se défend pas de ce qu'on n'a pas. Donc, ils ne pardonnent pas d'être, d'après eux, celui qui a causé le plus de mal à la France en Afrique depuis 50 ans. Je ne sais pas que j'avais un tel honneur. C'est ce qu'ils disent? Je ne sais pas que je méritais un tel honneur. Ben, c'est ce qu'ils disent. Deuxièmement, celui qui a dénoncé les réseaux de Bolloré au Cameroun de la manière la plus acharnée, en rappelant que c'est un État dans l'État au Cameroun. Et jusqu'à là, je n'ai pas cité certains noms, mais ces derniers temps-ci, nous sommes allés très loin et Bolloré a perdu sa vache, sa poule aux œufs d'or, déité. On va revenir là-dessus. Il ne me pardonne pas ça. Il ne me pardonne pas. Il s'est mis pour. J'arrive, je vais vous donner le nom pour vous apprécier. Est-ce que je suis souvent dans mon responsabilité? Il ne me pardonne pas de soutenir sincèrement le président. Ce n'est pas un soutien avec la bouche.
C'est un soutien sincère. Il ne me le pardonne pas. Et je subis ça depuis la présidentielle. Je ne suis pas un plein-nichat. J'ai laissé certaines choses passer pour venir là-dessus. Il ne me le pardonne pas. Donc ces gens, ce réseau, a juré, n'est-ce pas, d'avoir ma peau. C'est qui le réseau? Ce sont les ministres d'État, Famendongo. Le ministre Famendongo de l'enseignement. Vous estimez qu'il défend les intérêts de c'est le réseau. Est-ce que je me cache avant de parler? C'est ce que je dis est grave ou non, Davaris? C'est grave. C'est grave, puisque c'est quand même ministre d'État. Le ministre d'État. Le ministre d'État, Laurent Esso. Le président, le ministre Laurent Esso. Laurent Esso. Mais il est très proche au président. Vous savez. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur le président? C'est vous qui m'avez invité, c'est vous qui m'avez demandé de pas dire ça. C'est pas moi. C'est suffisamment grave. Je suis en train de vous dire, j'assume ce que je dis. Et j'attends les conséquences. Ce sont les proches collaborateurs du chef de l'État. Ce n'est pas plus grave que ce qu'on a eu à dire dans l'affaire Cambrai. Donc on dit ces choses, Tavaris. Eh bien, je me cache là pour le dire. La preuve. Les campagnes de réhabilitation de M. Bolloré qui sont faites dans certains médias sont levées de qui? Alors qu'il est démontré que quelqu'un a passé le temps à piller le port. Il est démontré que ce monsieur a tué les Camerounais. Il y a eu un rapport d'enquête. Commandé par le chef de l'État d'Avaris. Et qui a produit le résultat. Le président a dit que voici le responsable de ce qui s'est passé à Ezeka. Vous avez oublié ça, ce document? Mais alors nous parlons. Tous ces gens de Cambrai et consorts. Personne n'est en prison. Alors qu'ils ont été condamnés, ils se baladent. Mais allez savoir pourquoi ils se baladent. Ils se baladent là au Cameroun, ils ne sont pas en prison. Attendez. De manière concrète. Ils ne sont pas en prison. Attendez, ils ne sont pas en prison. Lorsque les faits sont aussi établis et que les gens peuvent sur eux de réhabiliter M. Bolloré à travers des campagnes médiatiques assumées, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous donne les noms, essayez de me cacher. Oui, c'est pourquoi je disais, pour vous relancer. Le ministre de Grégoire Obonga, pour parler de lui. Oui, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Moi, j'ai même pardonné, moi. Vous oubliez le soutien que nous avons apporté aux dockers du port. Quand ils ont grévé, tous les partis les ont abandonnés. Ils ont appelé les partis ont dit non, on a rien fait avec le docker. Mais pourquoi? Ils étaient tenus, chacun mangeait. Et continuent à manger dans les mains de M. Bolloré. Je dis bien tous les partis, les dockers ils sont vivants. Vous allez les voir. Le leader, M. Mbundi, il est là. Vous l'appelez. Nous avons défendu les dockers. On n'a pas pardonné sur le président Bandakani. Vous dites ça, c'est Grégoire Obonga, le ministre. C'est lui qui était contrôlé directement par cette grève. Et puis ce ministre le travail. Allez demander M. Mbundi, appelez-le. N'est pas que je dis des choses ici. Si je peux la me défendre sérieusement, je réserve mes cartes. Donc je ne vais pas tout vous dire, je réserve mes cartes. Et notons aussi que tout le monde peut faire un droit de réponse. Mais très bien. Vous avez parlé pour... Je défends mes cartes. Le donc c'est ce réseau. Le ministre d'État, c'est l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il a fait pour défendre Bolloré, comme vous le dites? Ils sont dedans. Ils sont dans ce réseau. Vous savez, c'est très facile de dire ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils sont dans ce réseau. Il y a d'autres ministres qui, pour l'instant, n'ont pas cité les noms. Moi, j'ai des documents. Vous avez des documents? J'ai des documents. Ça, c'est suffisamment grave. Si on estime que Balakani a dit des bêtises, mais je me défendrai. C'est ce réseau qui fait la guerre au président Balakani dans ce pays depuis. Il faut qu'enfin le Camerounais le sache. Que je paye le prix, n'est-ce pas? Je paye ce prix parce que je défends mon pays. Mais président je défends le droit de mon pays. Écoutez, je vais vous dire, vous voulez qu'on parle de certaines choses terre à terre. N'est-ce pas, les gens ont dit que Balakani était vendu. Mais justement, c'est où je veux vous relancer que vous avez été, lors de la dernière élection présidentielle, plus ou moins proche à ces personnes-là que vous dénoncez aujourd'hui. Je n'ai jamais été proche de ces personnes. Puisque il est établi, à moins que je me trompe, que le G20, un groupement de plateformes de partis, a apporté son soutien au président de la République. Or, toutes ces mêmes personnes, notamment toutes les personnes que vous avez citées, je crois même l'un des responsables de la communication au sein du comité central du RDPC, à l'occurrence le ministre d'État Jacques Famendongo, a tout déployé pour que le président de la République puisse gagner les élections. Bon. Comment vous retournez-vous aujourd'hui contre eux? D'abord, ce n'est pas à vous que j'apprends de ça. Être membre du G20 ne veut pas dire qu'on est l'ami de ces ministres. Peut-être déjà entre eux-mêmes, au sein du RDPC, du pouvoir, ils se font les guerres que tout le monde connaît. Donc être soutenu le président ne veut pas dire que vous êtes l'ami des ministres. Ça ne veut rien dire. De deux, moi je n'ai aucun rapport avec les ministres au Cameroun. C'est comme le seul, je peux dire le seul homme politique qui n'est dans aucun réseau à Yaoundé, qui ne fréquente pas ces réseaux-là. Pour les raisons que je suis en train de vous dire,
Parce qu'on estime que mon soutien au président est sincère. Donc, vous voulez que les personnes voudraient que vous ne soyez pas sincère. Vous avez tout compris. Donc, parlant du G20, je suis le seul membre du G20. Et tu le sais. Qui dit depuis que je suis le seul à me chercher chez moi? Je rappelle toujours ça. Je ne suis pas allé dans une dynamique, n'est-ce pas, de chercher à soutenir le président. Il faut bien comprendre ça. C'est que les oreilles entendent, qu'ils entendent ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas parler à la part des autres membres. Mais je vous dis que je suis le seul membre du G20 qui dit depuis en public que on est venu me chercher. Et vous savez bien que, aussi à côté, d'autres membres aussi, notamment du G20, estiment que tous les gens qui ont été membres du G20, d'une manière ou d'une autre, ont reçu quelque chose du gouvernement. Bon, ok. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Moi, j'ai dit du depuis Amondo Vision que je n'ai jamais rien eu de l'État du Cameroun. Je le dis depuis Amondo Vision. Mais vous voulez que je fasse quoi, Davaris? Vous voulez que je veux d'abord, bientôt, je ne parlerai même plus de ça. C'est l'une des dernières interviews où je parle encore des choses comme ça. Parce que ça fait plaisir à des petits esprits qui pensent que la calomnie peut remplacer les arguments politiques. Donc je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je le dis. Moi, je n'ai jamais rien reçu de l'État du Cameroun. Et ce n'est pas la première fois que ils sont venus vous chercher chez vous à la maison. Davaris, vous savez que j'ai exprimé le président en 2011, non? Exactement. J'avais alors eu combien? Et en 2011, l'argent a circulé. Parce que je l'ai dit sur des plateaux. Combien ont circulé? Non, j'avais allé voir les archives. Je ne reviens plus dessus. J'ai parlé de ça sur les plateaux. Même sur Afrique Média, j'ai parlé de ça. J'ai appelé à voter au président en 2011. Et ce n'était pas facile. J'ai couru des risques. Mais j'ai alors eu quoi? Puisque quand on soutient le président, ça équivaut à avoir de l'argent. Peut-être d'autres reçoivent de l'argent. C'est même vrai dans ces pays. Les gens reçoivent de l'argent. Hein. Mais moi, Balakani, je n'ai jamais rien perçu de l'État du Cameroun. Rien. L'État du Cameroun m'a donné une médaille à titre exceptionnel. Il faut le reconnaître en 2000, je crois, 2015, pour service rendu à la nation. Le service, c'était quoi? Non. Patriotisme. Oui, patriotisme, c'est pas l'amour du pays. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cette médaille? J'ai posé des actes qui ont aidé l'État, qui ont sorti l'État dans des situations un peu compliquées. Je l'ai fait. Cette médaille était accompagnée d'une enveloppe? Alors, très bien, Davaris. Vous êtes très fort. Le gouverneur de l'époque s'appelle Béti Assomo, monsieur le ministre. Oui, ministre de la Défense aujourd'hui. Bon, alors le discours qu'il a fait, il a dit devant tout le monde ce jour que cet homme, je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit ce n'est pas un cadeau qu'on te fait, tu le mérites pour ce que tu as fait. J'ai décliné l'enveloppe. C'était combien? Ben, je ne vais pas savoir parce que j'avais décliné l'enveloppe. Mais on peut même vous dire le montant. Non, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéressait même pas d'abord. Ça s'appelle patriotisme, ce n'est pas de bruit. Le discours du monsieur le gouverneur à l'époque existe encore. Il est vivant. Vous comprenez? Il est vivant. Et ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas la seule fois. Je vous ai dit ici en 2013, quand tous les partis courent aux élections, l'armée française avait occupé le nord du Cameroun. Vous vous souvenez, non? Je suis allé, j'ai fait ce que j'ai fait pour mon pays, refusant d'aller aux élections. J'ai eu des félicitations informelles de l'État. Donc ce que l'État fait, je le dis. Mais je n'ai jamais rien reçu en termes d'argent, ni en termes d'avantages de l'État du Cameroun, M. Davaris Dodo. C'est surprenant, hein, pour oui. Beaucoup de personnes, puisque beaucoup de gens du G20, c'était à vous avoir reçu quelque chose. Je vous dis, ils savent ce qu'ils ont reçu. Ils savent, hein. Ils savent. Si vous estimez que mettre une voiture à ma disposition pour faire la campagne pour le président, c'est un cadeau, ça vous engage. Puisque moi j'ai donc l'État a mis quand même un véhicule à votre disposition. À ma disposition. Après avoir demandé à certains de le faire, ils ont refusé, parce qu'ils ne veulent pas voir la tête du président Banakani. L'État a pris sur lui de mettre la voiture pour faire la campagne du président. Le carburant était à notre charge. Le carburant était à votre charge? En partie, une bonne partie. Et le véhicule est où maintenant? Non, mais attends. La campagne est finie le lendemain. J'ai renvoyé ça. Vous avez renvoyé le véhicule? Et j'ai dit au chauffeur, tu l'as mis d'abord. C'était un chauffeur de l'État. C'était un chauffeur qui... mis à votre disposition. Simplement. Donc, il est rentré avec la voiture. Donc, ne comptez pas de Balakane pour faire ce genre de choses. Rentrer avec la voiture. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, mon cher Davaris, voilà ce à quoi j'avais affaire à la deuxième. Ce réseau, ce lobby. Voilà pourquoi je vous dis, mon adversaire de la deuxième n'était pas ma grande sœur Fampou. Moi, j'appelle toujours grande sœur. C'est ce lobby-là que j'affrontais. Malgré donc cette machine d'Alvaris, nous avons fait le score que nous avons fait. Oui, mais vous avez pour une première participation. Président Banakani, c'est pour ça que je suis fier de ce vous avez essayé d'énumérer le rôle de certains, mais d'autres vous avez éludé. Qui? Vous dites par exemple, vous ne nous dites pas, quand vous dites que le ministre d'État, Famin Ndongo, a été contre vous, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est pas pendant le G20. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant le G20, des ministres se sont infités dans le G20 pour opposer les membres du G20, soutenir d'autres contre d'autres personnes. Et moi, j'étais principalement victime. Il y en a d'autres du G20 qui parlent pas, ils ne savent pas.
C'est leur droit le plus absolu. Moi, aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en parler. Je me suis tué depuis. Il y avait des gens qui se sont infiltrés pour contrôler le G20 et opposer les uns aux autres. Est-ce que vous savez que pendant la campagne du président en 2018, on m'a refusé la parole dans plusieurs endroits lors des meetings? Vous? Alors que vous êtes une des personnes je vous le dis donc, on m'a refusé la parole et que pour que je prenne la parole dans certains moments, des ordres sont venus de je ne sais d'où. On m'humiliait devant tout le monde que lui ne parle pas ici. Pendant qu'on faisait parler d'autres membres du G20 à tambour battant. Pourquoi? Parce que Balakani est insoumis, il n'est pas dans un réseau, il ne se baisse pas, il ne se couche pas. Puisque vous voulez qu'on en parle, je ne dirais pas toujours dire que j'ai un livre qui arrive. Les gens disent il faut écrire, il faut écrire. Un livre va sortir. Certaines choses seront clarifiées. Vous comprenez? Donc, des gens vont. Ces brimades, je l'ai vécu durant la campagne, c'était même plus que des brimades. Des combats, des risques terribles. Pourquoi me combattre? Dites-moi pourquoi je soutiens le président d'un parti, le président qui sont censés servir, et ils font ces choses-là pendant la campagne. Mais nous ne sommes pas naïfs, on est en politique. Allez donc savoir pourquoi. J'ai menacé qui? Vous comprenez? Donc, et d'ailleurs, on n'a pas caché. On a même dit, ils ont dit, ben, tu vas voir, on va voir où tu passes. Ben, je prends un témoin, M. Sanga Nyamdi, hein. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il dit, Non, il a vécu tout ça. Tout ce que vous dites là, M. Sanga Nyamdi l'a vécu. Il l'a vécu, il n'est pas seul. L'intérêt de l'État m'interdit de dire même tout certaines choses. Parce que je continue à être un patriote. Je ne vais jamais affaiblir l'État du Cameroun. Parce que je suis frustré ou bien on a posé des actes qui me nuisent. Je ne le ferai jamais. Et d'ailleurs, ils le savent. C'est pour ça qu'ils jouent même dessus souvent. Ils jouent là-dessus parce qu'ils disent que bon, oui, c'est un patriote, il va tout encaisser. Mais il y a un temps pour toute chose. Donc, malgré tout ça, d'Alvarez, j'ai fait 5%, près de 6% de la Très bien. S'il vous plaît. Écoutez, avec quels moyens? Tout à l'heure, je l'ai bien dit parce qu'il y en a qui font le. Vous avez reçu quand même les aides lors de la campagne? Les aides de qui? De l'État? Il y a un financement public. Oui. Dans la deuxième, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. 750 000. 750 000. 750 000. Un peu plus de 1 000 euros. Oui, voilà le grand allié du RDPC qui soutient le RDPC et le président. Voilà ce qu'il a eu. 750 000. Et en passant, il faut dire aux gens, c'est l'argent public, hein, le financement public. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on fait, c'est un financement public privé par la loi au cas où vous allez aux élections. J'ai eu 750 000. Davaris, vous avez été au cœur de ma campagne. Vous savez comment nous avons fait pour faire cette campagne. Cotisant de l'argent, trimant, fouillant, faisant ce qu'on sort. Et vous savez comment nous avons impacté la campagne. Je suis fier d'avoir impacté la campagne en étant libre, sans prendre 5 francs de manière sale, permettez-moi l'expression. Président Bandakani. Vous savez que nous avons, sur le plan du programme, des gens se sont réunis, des intellectuels ont fait des réunions pour dire que le meilleur programme du conseil municipal, c'est celui du NMP. À l'intérieur comme à l'étranger, vous le savez. Il y a des intellectuels qui m'envoient des documents pour dire que nous avons étudié, voilà celui qui a le meilleur programme. D'abord, dans cette campagne, je n'ai donné aucune bière nulle part. Vous étiez avec meeting. Je disais aux gens, je ne donne pas la bière aux gens. Je ne donne pas du pain, je partage avec vous un projet. Si vous voulez, ne me votez pas. Le seul homme politique qu'il a fait, c'est Bandakani. Et le NMP. Président Bandakani. Vous comprenez? Relativement au Cameroun. Il faut dire ces choses. Non, avant que dans la. Attendez. Il faut rappeler. C'est pour vous relancer. Oui. Il faut toujours comprendre. Vous savez, un des membres du G20, que vous connaissez bien, le ministre Momo, pour ne pas le citer, dit que la politique, c'est comme de l'investissement. Il est un entrepreneur politique. Maintenant, vous êtes investi, vous allez continuer, vous êtes investi humainement, financièrement, beaucoup d'énergie. Vous avez eu 5%. Juste pour que ce soit clair, plus de 5%, un peu plus, juste pour que ce soit clair dans la tête de notre téléspectateur. Est-ce qu'avec les scores que vous avez eu, vous pouvez avoir au moins un conseil municipal? Très bien, j'y reviens. Très bien. Donc, dans la deuxième, je reviendrai dans la première. Vous allez comprendre le rôle que nous avons joué dans cette campagne. Et le rôle toujours ingrat. Donc, nous avons fait la campagne en redonnant l'honneur à la politique. Celle qui consiste, chez Davaris, à ne pas acheter les gens, à ne pas marchandiser le vote, à ne pas entrer dans ce jeu. Tous les partis, les autres partis jouent là-dedans. Tous les autres partis? Tous! Et ils savent où ils prennent l'argent, parce qu'ils sont financés. L'argent venait d'où? Non, ils savent. Allez demander à leur réseau, ils savent. Mais vous n'avez vu pas la campagne, comment les partis partageaient l'argent. Le LP, c'était pas le seul parti qui a partagé l'argent. Il faut être honnête. Hein. Qui a partagé? Tous les autres partis ont partagé l'argent. Qui par exemple? Non, tous. Vous connaissez ceux qui étaient candidats. Puisque les scores aussi, puisqu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas fait de très bons scores. La majorité des grands partis ont partagé l'argent.
puisse... et partager l'argent. Quand nous prenons un parti comme l'UPC, par exemple, un parti historique, le score n'est pas si réjouissant que ça. Non, il n'est pas parmi ceux qui partagent l'argent. Très bien. Oui, mais les autres grands partis, on fait ça. Partager l'argent. D'abord, ça n'a pas commencé aujourd'hui au Cameroun. C'est de la corruption, ça, mais je vous dis, mais c'était ouvert. Mais j'ai interpellé les antennes de l'ECAM à propos. Non seulement l'antenne de l'ECAM, il y a beaucoup d'organes. Je veux dire, il y a des organes dont le travail c'est de lutter contre la corruption, notamment la CONAC. Quel organe? La CONAC. C'est pas seulement ce organe. La société civile, prétendue société civile, pourquoi elle s'est tue? Elle qui braille tous les jours, machin. On les a interpellés, on les a appelés, que vous voulez constater. Pourquoi ils se sont tués? L'argent. L'argent. Les candidats achetaient, partageaient, donnaient l'argent aux gens pendant la campagne, ce qui est interdit par le code pénal. Vous le savez par la loi électorale. Nous avons appelé la société civile, nous avons appelé ces gens-là. Ils ont vu. Mais pourquoi ils se sont tués? Vous avez vu dans les médias où on m'interdisait de parler de certains, de la mafia la deuxième. On m'interdisait, on m'empêchait de parler. Allez savoir pourquoi. On vous a interdit sur certains plateaux? Quand je parlais de ce sujet, ouais. Oui. On vous interdit comment? On ne laisse pas parler. On vous coupe? Oui, on coupe. On dit non, c'est pas ça ici, machin. Je parlais d'un fait de campagne. On est en campagne. Donc, c'est pour vous dire dans quel contexte nous sommes allés aux élections. Et pourquoi nous sommes fiers de ces résultats. Je suis tout à l'heure en campagne avec un parti qui n'était pas connu. Vous savez, vous m'avez toujours reproché, même vous, d'Avaris, que parle de ton parti, un plan de parti. J'étais toujours dit d'Avaris, l'intérieur du Cameroun avance, on verra ça après. Tu es témoin vivant. Alors, je peux te prendre, vous voulez pas le savoir d'ailleurs. Justement, conseil municipal. Je vais revenir à la votre question. On allait à cette campagne, le parti, j'étais plus connu que le parti. Les gens ont commencé à entendre parler du NNP à la faveur de cette campagne électorale. Vous le savez, moi je ne parle pas de mon parti. J'ai mis le Cameroun en avant. Donc, on a fait ça pour être. Je suis sorti de là, j'ai dit waouh. Donc, malgré tout ça, j'ai pu faire ce score. Ça veut dire que j'ai gagné parce que je sais ce que je ferai pour les prochaines fois. Et ça ira très vite. Alors, je vous dis donc que si il ne s'était pas attribué, je dis bien attribué la majorité absolue à la deuxième, le NNP aurait au moins 2 conseillers. Et n'ayant pas de conseiller, ça veut dire que vous... Je vous le dis. S'il n'y a pas eu de majorité absolue, parce que les gens, j'entends les gens qui disent n'importe quoi. Tout à l'heure, je reviendrai sur même la capacité à analyser un scrutin. Parce qu'il y a des gens qui confondent leur opinion, les invectives qu'ils balancent dans les réseaux sociaux, et une analyse digne de ce nom. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Et on verra pourquoi il faut être fier de ce que nous avons fait. Je rappellerai les lois qui gouvernent la politique au Cameroun. Et les gens verront comment est-ce que nous avons bousculé ces lois. Donc, vous dites quoi? Donc, s'il n'y a pas eu de majorité absolue, je serais conseillé. C'est établi, il serait conseillé. Pourquoi donc on n'a pas voulu cette majorité relative? Il fallait tout faire pour que le président américain ne mette pas son pied dans le conseil. Parce que si je mets le pied, la match est terminée. Moi, je ne serai pas ce conseiller municipal qui va seulement dire bon, je ne signe pas. Non seulement je ne vais pas signer, mais après je vais aller parler aux populations pour leur dire voilà ce qui se passe dans votre conseil municipal. Mais au-delà, ça veut dire que sans conseil municipal, vous êtes relativement jeune. Quand on regarde la scène politique camerounaise, vous êtes relativement jeune et vous avez de l'avenir politique, entre guillemets. Si vous dites que si vous n'avez pas de conseiller municipal, est-ce que ce serait possible pour vous d'être éventuellement candidat aux prochaines élections? Mais pourquoi les gens ont... Ça me fait rire. Oui, et c'est à la base de ça que cette analyse a été faite. Et ça vous montre le niveau des gens qui parlent politique au Cameroun. Leur niveau. Et ils ne sont même pas humbles. Prenez 2018. Tous ceux qui étaient candidats en 2018, ils remplissaient les critères légaux. Et comment sont-ils passés alors? Non, vous ne voulez pas un enfant. Oui, je suis d'accord. Moi, je descends pas dans un état normal, je ne veux pas descendre à un certain niveau. Parce qu'on me fait descendre à un certain niveau. Je vous dis, non. Je vous dis quoi? Puisque la loi, ils disent que d'après la loi, il faut avoir au moins un élu. À défaut d'avoir les 300 signatures, un élu. C'est ce que la loi dit. Je vous demande donc qu'en 2018, tous ceux qui ont été candidats, est-ce qu'ils avaient un élu? Oui, quand le niveau est bas. C'est-à-dire le niveau est bas. C'est-à-dire que les gens... Mais c'est parce qu'on s'acharne ce président Balakani. On veut faire croire que Balakani, il y en a même qui ont dit qu'il doit prendre sa retraite. Bon, je les ferai pas l'honneur d'une réponse. Parce que leur niveau est tellement bas. Et comme je les connais, je ne vais pas leur faire l'honneur de parler d'eux. Donc vous voyez, des gens font ça. Mais est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde, lorsque quelqu'un franchit là-bas, même de 3% à une élection, on le prend désormais au sérieux, vous le savez. Madame Alette de la Guéria en France, pour parler de France, c'est un exemple. Au début, elle avait 2,5%. Elle faisait trembler, elle pesait.
dans le jeu politique en France. Mais quand elle est alors arrivée à 5%, ça a chamboulé la France. Elle était la candidate du Parti communiste. La France a tremblé. Parce qu'on savait qu'entre deux tours, elle va payer, peser. Je ne reviens pas sur Olivier Besançon quand il a franchi la barre de 6%. Vous allez aux États-Unis, les gens ne savent même pas qu'il y a des partis aux États-Unis. Les gens pensent qu'il y a seulement 2 partis aux États-Unis. Mais il y a au moins 1000 partis aux États-Unis. Il y a des partis politiques aux États-Unis qui sont seulement dans les États. Et qui pèsent terriblement pour les primaires. Avec le petit score qu'ils ont. Mais nous, on est à plus de 5%, d'Alvarez. Plus de 5%. Et les gens font comme s'ils ne voient pas dans quelles conditions nous sommes partis. Comment est-ce que nous sommes allés à cette élection? Il ne veut pas saluer la performance. Je comprends, c'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je ne pleure pas. Vous comprenez? Moi, je ne pleure pas. Donc, s'il n'y a pas eu majorité absolue, j'aurais eu un conseiller. Et ils se seraient tués parce que pour eux, avec un conseiller, il va être candidat. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Non seulement les mêmes gens qui font cette critique vous disent que le système électoral camerounais est mauvais. C'est-à-dire vraiment, ça ne permet pas ceci. Mais ils valident ce système quand c'est pour critiquer quelqu'un comme le président Banakani. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous prenez pour référentiel ce système que vous dites qu'il est mauvais, à tout prix, mais que ça soit mauvais pour tout le monde. Oui. Quand c'est leur champion, c'est le plus ça. On justifie tout par le système électoral. Président Banakani. Non, on est là pour dire des vérités. On dit la vérité. Voilà. Justement, parlons d'une vérité. Vous me connaissez, non? Oui, parlons d'une vérité. Vous allez continuer, président Banakani. J'ai dit, parlons d'une vérité, justement. Un de vos proches lieutenants aurait affirmé, c'est le conditionnel, que vous avez été trahi par le RDPC. Puisque, selon les accords que vous avez eus, vous devrez au moins avoir les conseillers municipaux. Ouais, est-ce vrai, président Banakani? C'est bien que vous dites aurait. Aurait, je préfère le conditionnel. C'est de être trop bas. Oui, et non, je continue, non? Président Banakani, est-ce que vous avez eu des discussions avec le RDPC lors de ces élections à Douala 2e? Vous savez, l'une des raisons que m'ont fait aller aux c'est quelqu'un de votre parti, hein? Non. L'une des raisons pour lesquelles je suis allé à ces élections, et tu le sais, c'était aussi de clarifier cette situation. Ce que tu poses comme débat, j'ai répondu à ça depuis quand l'élection présidentielle est passée. Et nous aimerons que nos téléspectateurs comprennent encore. À un moment donné, c'est fatigant. Je ne le ferai plus. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à des gens qui sont obtus dans ce qu'ils veulent infliger au président Banakani. Vous savez, les ennemis, hein, on ne peut pas les convaincre. Un adversaire, il faut le changer. Un ennemi, on ne peut pas le convaincre. Mais ils sont autour de vous, parfois. Non. Vous avez dit aurait. Oui, j'ai pas fait, oui. Je n'ai entendu aucun membre de mon parti le dire. Aucun membre de l'UNPP le dit parce qu'ils savent tous la vérité. Tous? Tout ça la vérité. C'est le parti le plus transparent qui puisse exister. Vous le savez, le leader se confronte vraiment avec ses militants, que vous le savez. Vous savez comment ils fonctionnent. Donc, ils savent la vérité. Après la présidentielle d'Alvarez, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur mon compte? Les campagnes qui ont été lancées par ce parti, dont je ne ferai pas l'honneur de citer, tout le monde sait. Et aujourd'hui, je ne parle de parce qu'ils vont boire leur saleté jusqu'à la lit. Ils n'ont pas encore bu. Je leur avais dit que tout ce qui va arriver, ça arrive. Donc je ne parle même plus de parce que les faits parlent pour moi. Vous parlez de quel parti? Non, ne fais pas le citer. Donc, cette coalition, ce parti et sa coalition ont lancé une campagne contre le président Banakani parce qu'il a refusé de prendre les offres qu'on lui a faites. Les documents existent. Hein? Les documents existent. Et ça qui est bien avec moi. Les documents existent. Donc, j'ai expliqué que je n'ai aucune alliance avec le RDPC. J'ai expliqué que je n'ai jamais rien reçu du RDPC. Il n'est pas dans ma tradition politique de marchandiser mes démarches politiques. Vous comprenez? J'ai expliqué ça fatigué. Mais les gens ne veulent pas écouter. Mais je suis allé aussi à cette élection et une des principales motivations, vous le savez, entre autres d'Alvarez, c'était justement de clarifier cette situation. Alors voilà donc l'allié du RDPC. Voilà l'allié du président qui a subi tout ce que j'ai subi et qui subit tout ce que j'ai subi. Président Banakani. Non. Il n'y a jamais, je l'ai dit, et je vais le dire pour la dernière fois, il n'y a jamais eu un accord entre moi et le RDPC. Il n'y a jamais eu cet accord, ça n'existe pas. Et personne ne peut le démentir parce que c'est vrai. Vous comprenez? Parce que c'est vrai. J'ai apporté mon soutien au président depuis 2011 pour des raisons que j'ai expliquées pour l'intérêt de mon pays. J'ai simplement expliqué ça. Et les faits me donnent toujours raison. Je l'ai fait. Maintenant, je vais vous dire quels sont les partis qui ont des alliances avec le RDPC. Parce que les gens font semblant de ne pas voir. Oui. L'UNDP a une alliance avec le RDPC. Il y a un document pour ça. Il y a un document légal qui existe, monsieur Davali. Les gens ne le savent pas. Et la conséquence, c'est quoi? L'UNDP a des ministres. L'UNDP a des avantages liés à cela. Le parti de M. Chiroma a une alliance avec le RDPC. Je ne juge pas, ce n'est pas un crime.
Je dis, je suis en train de faire de la pédagogie. Pour ceux qui veulent encore qu'on les fasse de la pédagogie. Et ça a des conséquences. Comme dans tous les pays du monde. Mais où est le document qui montre que, un, le NMP a une alliance avec le NDPC. Deux, où sont les avantages qui sont, n'est-ce pas, qui vont avec ce genre d'alliance dans ce pays? C'est où? Pour le président Balakani. Et s'il y avait ça, vous n'avez pas vu même d'autres qui ont même honte d'écrire. Je parle du SDF, parce que maintenant c'est connu. Les SDF qui ont honte de dire que bon, c'est pas une alliance écrite, ils ne le disent pas. Vous n'avez pas vu le NDPC donner les mots d'ordre au dernier sénatorial en faveur du SDF? À l'ouest ou non? Vous n'avez pas vu ça? Les gens qui m'attaquent là, ils n'ont pas vu ça. Ils savent. Le NDPC a donné des... Je le dis, ce n'est pas pour insulter le SDF, c'est un fait qui est connu, c'est public. Le NDPC a donné des consignes de vote pour que le SDF ait des sénateurs à l'ouest et je crois dans le nord. Voilà comment on fait une alliance politique. Vous avez entendu une seule voix de l'NDPC me donner une moindre consigne de faveur à la deuxième? Dans le débat, là, au moins, il est clos. Ceux qui m'ont calomnié, qu'ils aient le courage de confesser la honte qui a calomnié quelqu'un, a menti sur quelqu'un. Et ils sont tellement nombreux, ça les arrangeait. Mais j'ai encaissé ça pour mon pays. Je l'ai fait pour mon pays. Mais, vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes estiment, le président Bandakani, que peut-être une des variables explicatives, quand je demande d'abord, vous connaissez le score du PADEC, qui est aussi membre du G20. Quelles sont vos impressions à propos du score du PADEC? Je ne parle pas du PADEC, allez voir son président. Très bien. Vous savez, je suis un gentleman. Oui. Il y a un niveau où on ne descend pas. Très bien. Mais contrairement à mon frère, moi je ne fais pas le coup bas aux gens. Non, est-ce que vous avez fait je ne dirai pas plus. Est-ce que le ministre Momo vous a fait? Je ne dirai pas plus. Peut-être quand même membre du Je ne dirai pas plus. Très bien. Je ne voulais pas dire qu'il m'a fait un coup bas. Mais je dirais que moi je ne fais pas le coup bas aux gens. Point. Les gens qui sont mieux comme ça. Président Bandakani. Donc je ne commente pas son score. Allez le voir, il va commenter. Justement, mais force est de constater que au moins 80% des partis qui constituent le G20, quand on regarde les scores, on a comme impression que c'est une malédiction pour ceux qui sont dans le G20. Puisque la plupart de ces partis, pour beaucoup, ont eu un score ne dépassant pas les 7%. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont cette impression, ont cette analyse-là, sont dans le vrai? Dalbaris, vous avez le devoir de pédagogie. 7%, puisque vous calculez ça comme ça, pour une première participation aux élections, d'aucun pays au monde, c'est une contre-performance. Vous le savez, vous avez étudié un peu la politique, vous le savez. Il faut le dire à votre spectateur. Il faut le dire. Ce n'est pas une contre-performance d'aller à une élection pour la première fois et réaliser un tel score. Dans les conditions qui ont été les nôtres, sans moyens, sans aucune alliance. Alors vous savez que... Attendez, non, maintenant, je vous dis, moi je ne parle pas des autres partis du G20. Pourquoi? Pour ceux que je connais, comprenez? Beaucoup de ces partis-là subissent eux-mêmes aussi l'ingratitude, la violence morale. J'allais me dire la méchanceté politique de ceux qu'ils soutiennent. Oui, qu'ils me permettent, s'ils m'écoutent, d'être le porte-parole pour une fois aujourd'hui. Ces partis du G20. Quel parti par exemple? Non, tous ces partis du G20, Davaris. Et là, vous me permettez de venir sur les lois politiques qui gouvernent la vie politique au Cameroun. Les lois. Là, maintenant, je fais de la science politique. Je ne fais pas de l'opinion ou bien des insultes. Comme les apprentis, ceux qui débutent l'analyse politique et qui s'autoproclament leaders dans les réseaux sociaux. Les lois. Prenez tous les partis qui ont gagné les élections au Cameroun. Ce que vous appelez grands partis qui ont fait les grands scores. Parce que pour vous, un grand parti est celui qui fait les grands scores. Même si on fait les grands scores en étant contre le pays, on est un grand parti. Même si vous appelez grand parti, vous dénoncez la fraude électorale, c'est encore vous qui appelez grand parti, les gens qui sont élus, d'après vous, par la fraude électorale. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Ça s'appelle la cohérence. Moi, je ne suis pas incohérent. Vous comprenez? Si on dit que le système politique est mauvais, mais il faut qu'on tire toutes les conséquences. Sinon, on a en train de dire qu'il n'est pas mauvais. Voilà pourquoi moi je suis allé en prison pour le code électoral. Je n'ai pas attendu de te battre une élection pour dénoncer le code électoral. Voilà pourquoi moi je n'écris pas avec les loups. Voilà pourquoi je suis pas allé au contentieux. Moi j'étais allé en prison 2 fois pour le code électoral. Je ne vous l'ai jamais dit d'abord. Peut-être vous ne le savez pas. Vous savez ce que je suis allé en prison plusieurs fois, vous le savez non? Alors, en 90 nous avons dénoncé la fraude. On est allé en prison pour ça. En 92, en 97. Vous comprenez? Et ceux qui aujourd'hui découvrent la fraude électorale disaient que le système est bon. Vous me comprenez? Disaient qu'ils sont bons, que le système est bon. Et il y en a même qui ont été ministres 8 ans dans un système, un régime qui qualifie aujourd'hui d'illégitime. La cohérence. La cohérence.
C'est-à-dire qu'ils ont été ministres 8 ans. Vous parlez de quel parti? Non, je dis que je le ferai pour le nom. Pourquoi vous citez, ou si vous choisissez de citer certains partis et de refuser de citer d'autres? C'est mon droit, c'est mon droit. Je ne suis pas prisonnier de l'audimat, c'est mon droit. Donc, je vais vous dire que, et ceux qui sont actualité savent de quoi je parle. Donc, des gens ont été ministres pendant 8 ans dans un gouvernement et un régime qu'ils qualifient aujourd'hui d'illégitime. Alors qu'à l'époque, c'est le même système électoral qui portait ce gouvernement-là. La cohérence. Ça parce qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de parler, qu'on va se mettre à boyer avec n'importe qui, Tavares. Moi, je ne le fais pas. Vous savez, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Donc, parlons donc des lois qui gouvernent la politique camerounaise et on verra si nous, on a fait une contre-performance. Première loi d'Abbasis Godjo. Et vous allez voir, vous prenez tous les partis politiques qui ont gagné l'élection, d'après leur théorie là, que, prenez l'UNDP. Vous allez voir que l'UNDP, parti pour qui j'ai du respect, est adossé à une région. Vrai ou faux? C'est moi qui le dis. La loi tribalo-régionale, l'une des premières constantes. Deuxièmement, prenez le cas de l'UNDP toujours, c'est un cas d'école que je prends, c'est un cas d'école. Hein. L'argent, la loi de l'argent. Mais l'UNDP, qui se confond les hommes à l'État, parce qu'il a une alliance avec le parti au pouvoir, a les moyens de sa politique. Vous le savez. Il a l'argent. Troisième loi, l'allégeance à la France et aux puissances internationales. Vous n'avez jamais entendu l'UNDP critiquer la moindre action des forces entre guillemets internationales. Jamais. Troisièmement, l'allégeance aux sectes ésotériques. 4 lois fondamentales que vous avez portées au Cameroun. La loi tribalo-régionale, c'est-à-dire vous devez être adossé à une région et à une tribu. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun, dans beaucoup de pays africains. Non, je parle du Cameroun. Les votes sont... Vous avez raison, non, je parle du Cameroun, je parle de ces lois. Vous devez avoir de l'argent. Et en état néocolonial, on sait comment on fait pour avoir de l'argent. Il est impossible d'avoir l'argent dans un état néocolonial sans des passerelles entre vous et l'État. Vous ne parlez que de ça. Qu'on soit homme d'affaires, comme le fois si on est homme politique. L'allégeance à la France, sans commentaire. Sans commentaire. Les gens au Cameroun osent défendre Bolloré. Des partis politiques, des forces, autorités, attendez, autorités morales, tout ça. Mais le RDPC aussi, on n'entend pas beaucoup dénoncer la France au RDPC. Mais est-ce que dire le contraire? Lui, on peut comprendre ce parti État. On peut dire au moins raison diplomatique. D'autres là, ils ont quelle contrainte diplomatique? Hein? D'autres là, ils ont quelle contrainte diplomatique? Et dans le RDPC, au pouvoir, il y a des clans qui s'affrontent. Vous avez des clans très patriotes au pouvoir, ils savent de quoi je parle. Vous avez des gens au sein du RDPC, au pouvoir, qui sont des patriotes. Et moi, je les salue. Ils me comprennent. Ils sont nombreux là-bas. Il n'y a pas que des voleurs au sein de l'État. C'est faux. C'est un discours de quartier. Il y a plein de patriotes. On a une armée aujourd'hui qui est une armée patriotique. Dans le monde entier, reconnue pour ses performances et ses capacités. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Votre permission. Donc, quand on dit RDPC, et j'ai expliqué ça aux gens, quand on dit Cameroun, régime politique Cameroun, il faut que les gens fassent attention. Parce que quand on dit Cameroun, les gens disent que régime politique ou bien système politique, c'est Paul Biya, c'est le président Biya. Moi, ça me fait rire. En plein 21e siècle, continuer à réduire le régime camerounais à la personne de Paul Biya, vraiment ça fait pleurer à défaut de rire d'Avaris. Quand on parle de l'État au Cameroun, on parle oui du président. Il est important là-dedans, certes. Mais on parle de l'administration, on parle de l'armée, de la police, des forces de sécurité, heureusement. On parle des forces morales religieuses. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun sans tenir compte, par exemple, de la puissance du lobby catholique. Par exemple, même du lobby musulman aujourd'hui, sont des puissances. On parle, par exemple, la dimension linguistico-culturelle, qui est anglophone, n'est-ce pas? Vous pouvez venir au Cameroun aujourd'hui sans tenir compte de cette affaire-là, qui va au-delà du Cameroun. C'est toujours le président Biassa. Maintenant, l'économie, les affaires. Les hommes d'affaires au Cameroun sont puissants, ceux qui sont riches. Et ils veulent continuer à être riches. Et pour ça, ils se mettent de la politique, monsieur. Et ce n'est pas le président Biya qui leur dit de faire ce qu'ils font. Attention, il sait de quoi je parle. Vous comprenez? Maintenant, les multinationales qui ont confisqué notre économie. Le franc CFA, tout ce que vous voulez, je n'en parle même plus. Dans le système international, le FMI à la Banque mondiale, voilà le régime qui opère au Cameroun. Si quelqu'un vient seulement combattre Paul Biya, ouvrez vos yeux. Ce sont des faussaires politiques.
Si les gens combattent le président Biya, ils ne parlent pas du FMI, de la Banque mondiale, de la France, de tout le système international, ne parlent pas des forces religieuses, ne parlent pas de l'affairisme qui est au Cameroun, ne parlent pas de la galaxie médiatique qui est prise en charge par ces réseaux-là. Ils parlent de quoi? Mais justement, donc, quand ils peuvent ne pas parler, peut-être puisque le président Paul Biya justement travaille avec le FMI, pratiquement tous les instants que vous citez là sont plus ou moins au chevet du président. Il est le premier ou le dernier. Il n'est pas le premier à le faire. Et le deux, ceux qui veulent le remplacer, demandez-leur ce qu'ils pensent du FMI à la Banque mondiale. Ils ne vont rien vous dire. Donc entre la copie et l'original, donnez-moi le droit de prendre la copie, l'original. C'est tout ce que je te vous dire. Mais moi je le dis de façon claire. Je dénonce le FMI à la Banque mondiale de manière claire. Ceux-là qui disent que oui, si c'est que le président Paul Biya fait avec ces gens est mauvais, pourquoi ils ne donnent pas ces gens? Pourquoi eux qui veulent changer les choses ne disent rien à propos de ces gens? Pourquoi ils se taisent? Moi je ne suis plus à ce niveau. Ceux qui veulent croire, qu'ils écoutent. Ceux qui ne veulent croire, c'est leur problème. Mais la politique, ce n'est pas seulement les règles qu'on fait dans les réseaux sociaux et ailleurs. Il y a des lois de la politique. Ce que je viens de vous dire donc concernant les lois de la politique au Cameroun, ces lois-là, n'est pas seulement vrai pour l'UNDP. C'est vrai pour tous les partis. Le RDPC en commençant le premier. Mais lui, il a la chance de se confondre à l'État. Il n'est pas un parti État, comme disaient les incultes politiques. Ce n'est pas le RDPC qui a créé l'État camerounais. L'État camerounais a été créé par un décret de M. de Gaulle en 1957. Vous comprenez? C'est un décret de M. de Gaulle qui crée l'État du Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est même pas le RDPC. Ce n'est même pas l'UNC de M. Aïdjo. L'État camerounais tel qu'il a été historiquement connu est une création par décret de M. de Gaulle de la France. Donc, ce n'est pas comme en Chine où l'État peut se confondre au parti. Vous comprenez? Au parti communiste chinois. Donc, le RDPC est proche de l'État, s'appuie sur l'État, fait pression sur l'État pour jouer un rôle politique domestique. C'est le RDPC. Donc, je vous dis donc que tous les partis du Cameroun d'Avaris sont comme le cas de l'UNDP, s'appuient, même le nouveau venu. Président Malakane. Il dit le nouveau venu. C'est lequel? Vous savez pas le nouveau venu. Il y a beaucoup de nouveaux venus. Mais c'était au moins, plus vous pouvez pas, je suis pas magicien. Vous n'êtes pas bien. Non, mais je suis journaliste. Bon, parmi les nouveaux venus, qui a le PCN de Cabral Libi. Bon, c'est vous qui avez cité. Donc, et vous confirmez. Le nouveau revenu, allez voir l'ancrage de ses votes. C'est un ancrage tribal. D'Avaris, les lois. Mais vous ne reprocherez pas à Cabral Libi d'avoir cela, puisque le président Paul Biya aussi a eu de très bons scores dans ces régions, notamment dans les localités politiques. Le président Biya est soutenu par une alliance politique qui dépasse sa région. Mais au-delà, non, puisque vous parlez d'ancrage régional. Oui. Je dis que... J'ai dit tribal. Tribal. Là même c'est tribal. Ok. Pourquoi? Expliquez-vous. Allez voir les votes. Non, expliquez-vous. Nous parlons aux téléspectateurs. Mais pas si Cabral Libi a eu des bons scores dans je ne sais pas quoi, dans l'Union économique partout, à Maton partout, on peut aussi reprocher au RDPC d'avoir des très bons scores en Balmayo, à 5 mm. Mais je ne sais pas si c'est le RDPC. Vous n'avez pas compris. J'ai déjà commencé par le RDPC. J'ai dit que toutes les partis au Cameroun obéissent à ces lois-là. J'ai commencé par le RDPC. Sauf le NMP. Non, bien sûr. La preuve. Bien, allons-y. Vous pouvez me dire votre porte, monsieur le président. Comment? Vous pouvez me dire votre porte. C'est vous qui le dites. Si vous l'affirmez. Regardez les faits. Regardez les faits. Nous sommes le seul parti qui avons refusé d'aller se cacher dans un village pour avoir des voix. Vous allez nier ça. Ce n'est pas un fait. J'aurais pu aller à Evas me présenter dans mon village. On me l'a demandé. Il m'écoute. On me l'a demandé. Avec des financements prêts. J'ai perdu des financements parce que j'ai refusé ça. Financement venant de qui? Non. Des partisans qui étaient prêts à financer. Qui sont dans notre région d'origine. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous n'allez pas faire comme si vous ne voyez pas ça. Courant le risque que vous êtes en train de courir là. J'ai dit non, je vais aller à la deuxième. Oui, tu auras fait cette machine. J'ai dit, je préfère assumer. Moi, Malakane, jamais je n'irai me réfugier dans mon village pour avoir des voix. Président Malakane, vous comprenez, non? Vous venez de soulever un certain nombre de variables qui expliquent le score que vous avez eu. Oui, c'est des variables. Ce sont des variables qui expliquent la vie politique camerounaise depuis au moins depuis la colonisation. Mais à côté de cela, ce sont des faits, la preuve. À côté de cela, non, vous allez continuer. À côté de cela, quand même, la plupart des acteurs, sinon tous, ont quand même conclu que le véritable vainqueur de ces élections, c'était le boycott appelé par le MRC du professeur Maurice Kamto, avec, pour beaucoup d'estimations, selon les personnes, le taux d'abstention était à plus de 70%. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que une des variables qui a contribué à ce que le NMP ait un score pour le moins
le monde a dit médiocre, soit aussi peut-être le boycott, parce que beaucoup de personnes ne sont pas déplacées pour aller vers les urnes. C'est une bonne question. Avant d'y arriver, je ne peux pas le terminer. Les variables que j'ai convoquées sont des variables scientifiques. C'est-à-dire, elles expliquent, n'est-ce pas, la politique camerounaise. Depuis bientôt, ça va bientôt faire 70 ans. Depuis bientôt 60 ans, si on veut. Vous comprenez? Comme c'est que pourquoi un parti comme l'UPC qui à l'époque, les années 60, les années 50, 60, était le parti le plus populaire. Comme même les témoignages des colons le disent dans leurs livres. Vous le savez. Vous me dites comment est-ce qu'ils faisaient pour perdre les élections? Vous pouvez me le dire pourquoi? Parce que le haut commissaire et la France ont dit, vous ne passerez pas. Et on a utilisé les moyens d'État pour ça. C'était l'État qui est au Cameroun aujourd'hui. Je le dis, je suis le seul à appeler l'État néocolonial. Même ceux qui le combattent ont peur de dire État néocolonial. Vous savez pourquoi? Ils ont peur de la France. Ils disent post-colonial pour faire plaisir à la France. Nous on dit État néocolonial. C'est moi je l'assume. Je le dis depuis. Donc il a hérité de ce système. Et comme les lois géo-régionalistes, géo-ethniques par exemple, qui gouvernent la politique camerounaise sont héritées de qui? Ça a été bâti, mis en place par la France pour écarter l'UPC. Historique à l'époque de gagner les élections. Les partis régionaux ont été créés pour marginaliser l'UPC. Ce sont des faits d'avarice. Donc, cet héritage, il est là. Les forces politiques, pas seulement du RDPC, parce que moi, on ne prendra pas dans ce piège. C'est pas seulement tous les partis politiques là font ça. Parce que dès qu'un parti accepte le système français, il est obligé d'entrer dedans. Il est obligé. Tous les partis politiques sont le NMP. Mais le NMP, son idéologie est connue, non? Ces actes sont connus. Ces actions qu'il mène démontrent qu'il n'est pas dans ces réseaux. Mais d'autres le sont. Et par leur comportement, on le voit. Et ils appliquent cette loi. Ils appliquent cette loi. Dites-moi comment ça va s'en sortir. Alors quand tout le monde dénonce le tribalisme qui est monté, on parle vivre ensemble. Mais quand les gens vont consolider la politique sur des bases, sur des ancrages ethniques, tribales, primaires, de cette manière, vous pouvez qu'on construise le Cameroun comment? Le Cameroun deviendra une juxtaposition d'ethnie qui attendent le moment venu pour sortir les machettes. Nous on dit non à ça. Voilà pourquoi j'ai refusé d'aller dans mon village faire l'élection. Je n'irai jamais dans mon village me présenter comme candidat. Jamais Malakane ne le ferait. Quitte à quitter la politique, je ne le ferai jamais. Et le score que j'ai fait m'encourage d'Avaris. C'est près de 1500 personnes dans la deuxième qui ont dit on croit à cet homme. Écoutez-moi, sans recevoir une pierre, même pas un beignet, les quelques meetings que nous avons fait, la parole partagée avec eux, ça m'encourage énormément. Énormément. Il y a de la place pour notre discours, pour notre démarche dans notre pays. Si celui-ci se sera porté pour cette élection, excusez-moi le mot, hein, je m'en fous. Vous savez, quand j'allais aux élections, je vous l'ai dit en 9 cas, la dernière fois. Je vous ai dit, je voulais clarifier la situation de mes rapports avec ce qu'on appelle le pouvoir. De deux, je voulais mettre en scène une nouvelle génération d'hommes politiques. Trois, je voulais apporter une autre façon de faire la politique. Aller affronter cette culture de la marchandisation du vote qui est ancrée chez nous. Et quatre, je voulais gagner. Si dans quatre objectifs, un n'a pas été atteint, le reste a été atteint. Vous voulez que je vienne crier avec les loups qui disent que je n'ai pas réussi? Parce que pour eux, gagner une élection, c'est tout, avoir la majorité. Il y a tout le temps les gens. Alors, si la majorité, c'est la loi de la politique, qu'est-ce qu'on reproche au RDPC? Et il est donc parti majoritaire, il est donc le meilleur. Répondez maintenant à notre question sur l'abstention. Je voulais clarifier ça de manière scientifique. Merci. Si on estime que la politique, c'est gagner les élections, le RDPC, on n'a rien à reprocher au RDPC et au pouvoir. Ils gagnent les élections, ils sont les meilleurs, arrêtez de les insulter, de les combattre. Vous n'avez pas varié les principes parce que c'est Bandakan. Pas varier les principes. Mais si, mais je n'ai pas dit vous. Non, pas moi. Je dis, mais juste peut-être souligner que la plupart d'hommes politiques, nous, comme nous parlons de politique, la plupart d'hommes politiques de par le monde entier, pas seulement au Cameroun, ont à leur chevet le livre de Machiavel. Je ne lis pas ça. Vous ne lisez pas ça? Je le lis en tant que chercheur, mais il n'est pas ma référence. Très bien, il n'est pas votre référence. D'ailleurs, on l'a mal compris. On l'a mal lu. Machiavel. Ils l'ont mal lu. Machiavel n'est pas ça. C'est une conception, Machiavel, c'est une gestion de la réalité des situations politiques. Justement, et la réalité voudrait pour certains. Voilà, mais des gens disent que... Oui, justement, des gens disent que c'est la fin qui justifie les moyens. Ils font tout. Chez Bandakan, ce n'est pas ça. Ok. Et pour l'homme moral que vous êtes, vous savez que ce n'est pas normal, c'est pas vrai. Exact. À partir du moment où vous acceptez que la fin justifie les moyens, ne critiquons plus, ne critiquons rien dans le monde.
Parce que ceux qui font justement ça ont ce principe-là pour base de leur dire ce n'est pas notre démarche. Parlons maintenant du taux d'abstention appelé par le MRC. Beaucoup de personnes ont l'impression que c'est le MRC avec le boycott qui est vainqueur de cette élection. Parce qu'effectivement, le boycott a été beaucoup suivi. Ce n'est pas une variable explicative des résultats que vous avez eus? Non, c'est une variable du jeu politique camerounais depuis 30 ans. J'ai oublié, je m'en explique tout à l'heure. Mais il savait qu'on aurait posé la question. C'est une des variables. En plus de la loi tout à l'heure que j'ai convoquée, cette loi-là, cette variable est importante. J'ai dit depuis 30 ans. Parce que la loi que j'ai convoquée, elle date depuis les années 60. C'est le colon qui les a imposées. Mais la loi de l'abstention, qui est devenue une variable fondamentale du jeu politique camerounais, et même dans le monde, n'est-ce pas? Elle, c'est une variable que j'ai laissée exprès. Ils savaient qu'on allait y revenir. Et là, alors, faisons de la science. Laissons de côté les polémiques de bas niveau. Moi, ça me fait rire. D'abord, il faut distinguer abstention et appel au boycott. C'est deux choses différentes en politique. Pas la même chose. L'abstention, c'est une initiative des populations, des électeurs, qui estiment qu'ils n'ont aucun droit, ils n'ont pas le vote ne les intéresse pas. Parce que pour plusieurs raisons, entre autres, ils constatent que le vote ne change rien à leur vie quotidienne. Ils ne sont pas intéressés. Le boycott, c'est l'appel d'un parti politique à boycotter. En vue de tirer, comme on dit, les marrons du feu après, pour dire que c'est moi, j'ai donc gagné parce que j'avais appelé à boycotter. Et quand c'est comme ça, on analyse sérieusement. On ne fait pas de la surenchère et de la propagande de bas niveau pour justifier tout et du n'importe quoi. Analysons. D'abord, dans la sociologie électorale, dans les principes des élections, le boycott, c'est une prime à celui qui est au pouvoir. Davani Goudjou, vous le savez. Vous le savez. Tous les analystes politiques le savent. Que boycotter l'élection, c'est faire un cadeau à celui qui est là. Parce que lui, avec ses électeurs déjà qui sont avec lui, il ira voter et il va gagner. Tout le monde le sait. Bon, c'est justement parce que les partisans de ceux qui ont appelé au boycott savent qu'on va leur passer ça à la figure. Ils anticipent en braillant, et là ils braillent sur le taux en confondant boycott et abstention. Mais on ne peut pas oublier ça. Ceux qui ont appelé à boycotter sont les premiers alliés du RDPC. Vous dites que le MRC est allié au RDPC? Appelez les noms. Je veux dire que je ne fais plus l'honneur d'appeler certains noms dans la bouche. Je dis que ceux qui ont appelé, ce parti n'est pas le seul à avoir appelé au boycott. Vous savez ça, non? Alors ils étaient au moins deux ou trois. Donc, moi, si je m'ai cité trois noms là, ça me perd du temps pour rien. Donc, mais les téléspectateurs ont besoin de connaître. Et notons que l'émission n'est pas seulement regardée au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes hors du continent, et sur le continent, qui regardent Africa TV. Et ils aimeraient bien que vous expliquiez les choses de manière plus claire. Vous êtes dans votre rôle, mais aussi dans mon rôle. C'est dans mon rôle. Je vous dis que moi, je ne suis pas prisonnier de l'audimat. Mais ces gens-là savent de quoi je parle. Ils savent. Entre les gens, on peut parler encore de moi. Mais je pense quand même que c'est non, ils savent. C'est pas exagéré de dire que le MRC est allié au RDPC. Non, le monde entier connaît ceux qui ont appelé au boycott. Le monde entier connaît. Parce qu'avant que je vienne ici, vous avez fait des émissions pour parler du boycott, vous avez cité les partis là, non? Donc, si je ne cite pas ça, ils n'ont pas oublié, ils n'auront pas le trou de mémoire. Je dis que dans la science politique enseigne que dans un contexte politique précis, dominé par un parti politique, boycotter les élections, c'est donner une prime au parti dominant. C'est connu. C'est encore plus grave dans un contexte comme celui-ci, dont la dynamique est accélérée par les contradictions qui gênent notre pays, le Cameroun. Donc, je répète, une première leçon pour le boycott, c'est que ceux qui appellent le boycott sont les premiers alliés du RDPC. Pourquoi? Les estimations les plus pessimistes attribuées à un des partis qui ont appelé au boycott, les résultats suivants aux élections: au moins 20 députés, au moins 60 communes. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Avec 20 députés et 60 communes, je vous dis des estimations pessimistes. Moi, j'ai causé avec des gens qui font ces estimations au Cameroun, y compris les services de renseignement. Vous dites que si ce parti était allé aux élections, il peut s'en sortir avec au moins 20 députés et 60 communes. Parce que ce parti a les moyens et les alliances suffisantes pour combattre la fraude. Puisque ça devait être entre eux. Ils se connaissent dans ça. Donc, avec 20 députés, 60 communes dans le contexte actuel. 20 sur 180. Oui. Le pourcentage n'est pas aussi
important que cela. J'ai dit les plus pessimistes. Oui. Oui, si on reste sur cela, le pourcentage, mais bien sûr. C'est moins de 5%. Hein? Laissez-moi vous aller. Non, je vous dis, laissez-moi y aller. Je vous dis, je ne dis pas les choses en l'air. Avec ça, dans les conditions actuelles, quand c'est que ce parti-là a le monde entier pour allier, et que même Dieu au ciel est son allié, imaginez la dynamique politique qu'on aurait pu lancer au Cameroun. Y compris même sur des bases même enfin unitaires. Imaginez. Mais très sincèrement, président Malakani, écoutez-moi. Président Malakani, c'est pas moi qui va apprendre d'écouter. Oui, depuis des décennies, il y a des partis d'opposition qui sont membres du Parlement. Est-ce que ces partis ont déjà réussi à tourner la vapeur, ou du moins à faire passer au moins une ou deux lois sérieuses au Cameroun? Pourquoi? C'est les familles, ils sont entre eux. Le parti unique, c'est l'ancien parti. Et quand on est dans le parti unique, c'est interdit de faire passer les lois pour le bien-être des populations? Non, vous faites des constats. C'est un choix politique. La politique, contre moi, c'est... Peut-être c'est ce qui explique que le MRC refuse de partir, se disant que ce n'est pas une coupe à derrière 20 sièges au Parlement. J'arrive, je vais démonter votre argument. Avec tout le respect que j'ai. Non, je vous écoute, il n'y a pas de problème, nous sommes journalistes. Je parle de l'argument, pas de vous, vous êtes que de très brillant. Vous savez ce que je pense de vous. Donc, pour dire que tout à l'heure, je vais vous démontrer en quoi ça ne tient pas. Mais revenons à ça. Mais c'est vous qui dites que vous voulez changer les choses. Vous faites croire aux gens qui ne connaissent pas la science politique que vous voulez changer les choses. Ils oublient que la politique c'est la lutte des classes, comme a dit Karl Marx. Ce n'est que ça, Marx a raison. C'est le choix des intérêts. Ce n'est pas une affaire de... Comme vous dites là au visage, ce sont des valeurs pour vous mobiliser. Alors, mais ils vous disent tous les jours qu'ils veulent changer les choses. Comment que le dit? Ils disent qu'ils incarnent le changement, non? Je vous dis donc que si le maire veut changer les choses, avec 20 députés, vous comprenez? 60 communes, on change les choses au Cameroun, si on veut changer les choses. Donnez à Malakani 20 députés, 60 communes, vous allez voir ce qu'elle veut faire de ça. D'autant plus que 100 communes et 100 députés, vous voyez ce que nous avons fait pour l'Afrique et pour le Cameroun. On avait les élus pour le faire. De quoi est-ce qu'on parle? Bon, maintenant, quand vous voyez tout le bruit que ce parti-là fait à l'étranger, alors qu'il n'est même pas dans le jeu, si en plus des députés et des communes, il fait le bruit là, vous croyez que ça va rien, ça va faire bouger les choses? S'il fait le bruit là pour l'eau, l'électricité, tout ce que ça va faire bouger les choses. L'histoire nous enseigne. Non, attendez, ne me coupez pas. Je dis que je vais vous démontrer ça. S'il fait le bruit comme ça pour Bolloré, tout ce qu'il y a dans le pays, ça va changer les choses. Ce sont des choix. Les gens savent ce qu'ils font. Et si les gens veulent continuer à croire à l'aventurisme politique, c'est leur droit. Malakani s'en fout, c'est pas mon problème. Donc je vous le dis. Les partis qui vont à l'Assemblée et ailleurs et refusent de changer les choses, c'est un choix politique, c'est leurs intérêts. Et des patrons qui les commandent, qui les amènent à faire ça. Vous comprenez? Moi, je vous dis que vous et moi, d'Alvaris, on a fait changer les choses à l'Afrique, au Cameroun, sans avoir d'élus. Vous le savez. C'est ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique, là, avec tous ces projets que vous conduisez. Vous n'avez que l'élus pour le faire. Frika TV, vous avez attendu d'être élu pour créer ça. Nous sommes en train de parler ici pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup d'Africains. Mais alors? Il y a beaucoup de techniciens. Alors, mais voilà. Vous n'avez pas besoin d'être élu pour ça. Maintenant, je vais pour le maintenant. Ce parti-là, c'est vous qui l'avez cité. Vous voyez comment le monde entier s'est arrêté. Depuis, on a fait un meeting extraplanétaire à Paris. C'est un meeting intergalactique. Depuis que le monde existe, on n'a pas encore vu un meeting comme ça sur Terre. Ils vont faire ça sans élus. Ils font le bruit partout. Ils rencontrent les Tibon Nagui. Trump est leur ami. Kagame est leur ami. Le monde entier est leur ami. Eux qui est d'Alvaris, s'ils prennent tout ça, et ils mélangent avec 20 députés seulement et 700 communes. Ils vont faire bouger. Mais rien ne montre que s'il partait... Ils vont faire bouger les choses. Parce que vous-même vous dites qu'il y a eu beaucoup de fraude. S'il partait, peut-être qu'il devait avoir beaucoup de fraude et qu'il ne pouvait pas avoir ces vents-là. Très bien. Bon, ok. En 2013, ils sont allés, non? 2013, c'était avec un système différent. Le même code électoral. Ils ont eu près de 20 conseillers municipaux. Vous savez ça, non? Et un député. C'était la première participation électorale. Et ils ont, le monde entier, c'est-à-dire, ils ont dit que non, ils sont trop forts, c'était brillant. Avec ce code-là. Je vais vous rappeler le taux de participation qu'il y avait en 2013, M. Davaris. Parce que moi, il faut qu'on parle avec les chiffres. 736 703 inscrits. Si une population en a eu de voter de près de 7 millions, de près de 6 millions, 5 millions 400 000 et poussières. 736 703 inscrits. Suffrage de votants, 32%. Sur 736 000 personnes
736 703 inscrits, 697 361 ont refusé de voter. À l'époque, qui a parlé d'abstention? Non, ne m'arrêtez pas. C'est sérieux. Ne m'arrêtez pas. Et le taux de le taux de participation. On est en 2013. Ne m'arrêtez pas. Vous savez, monsieur le président, les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Je sais de faire quoi? Ok, donnez-nous les. Je sais de l'expliquer. Je dis qu'en 2013, ce parti-là est allé là-bas. Même code électoral. Je dis même code électoral. Rien n'a changé, même pas une virgule. Même code électoral. Écoutez le nombre d'inscrits. Elle dit que 736 703 inscrits aux élections législatives et municipales. Taux de participation, 32% de votants. Taux d'abstention, 697 361 personnes sur 737 703 personnes sont pas allées voter. Il y a le Bongo au Cameroun qui a parlé à l'époque. Au contraire, on nous a dit que c'est une performance extraordinaire. Extraordinaire, M. Davaïs. Et ça nous a dit. Leurs amis sont montés pour dire que vraiment, pour une première participation, c'est extraordinaire. Je continue. Là, à l'élection présidentielle, M. Davaïs, moins de 54% des Camerounais sont allés voter à la présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un nombre d'électeurs inscrits à l'époque, on disait que bon, l'ensemble faisait près de 7 millions. J'arrondis. Vous savez que on était à 6 millions, je crois. J'arrondis. Comme les gens sont allés voter. C'est-à-dire, si nous prenons 46,15% de taux d'abstention à la présidentielle de 2018, ça veut dire que moins de 50% de personnes qui sont allées voter. Bon, n'est pas la terre et le sol ont failli s'arrêter parce qu'il dit qu'il a gagné. Même Dieu a failli être tué parce qu'il dit qu'il a gagné et qu'il est président élu malgré ce taux d'abstention. Record pour une présidentielle. On a la présidentielle, ce n'est même pas législative municipale. On a la présidentielle. Il dit que. Président Banakani, ouais, je ne vous coupe pas. Je vous pose une question simple. Président Banakani, est-ce que vous avez. C'est pas vous qui avez posé la question. Parce que non, c'est très important que ça puisse être succès dans les choses. Vous m'arrêtez pourquoi? Président Banakani. Monsieur Davalis, pourquoi vous m'arrêtez? Non, vous allez continuer. Président Banakani, oui, vous continuez. Président Banakani, est-ce que vous avez quelque chose contre le MRC du président Maurice Kamto? Vous voyez. Continuez maintenant. Bon, je l'avais votre question. Le parti là a quelque chose de contre Paul Biya, contre le président Biya. C'est moi qui pose les questions et vous apportez les réponses. Non, je vous ai demandé de me permettre de jouer ce jeu. Le patron ici. Oui, répondez maintenant alors à la question. Non, ma question. Posez et répondez, merci. Bon, si vous le demandez à ceux-là, est-ce qu'ils ont un problème personnel avec le président Biya? Ils vont vous dire non. En fait, le problème c'est que, en fait, je dis pourquoi je le dis, puisque tout à l'heure vous avez dit que dans votre liste à Douala deuxième, on avait comme impression qu'il y avait je dis, on avait comme impression qu'il y avait des partis d'opposition qui étaient contre l'opposition qui était vous. Vous donnez un peu l'impression que vous êtes un parti d'opposition qui est aussi contre un parti d'opposition. Vos catégories d'opposition, je ne suis pas là-dedans. Non, vous n'êtes pas dans ce. Je ne suis pas dans ce. Ça ne veut rien dire. Puisque les gens sont opposants le jour, la nuit, ils mangent avec le régime. Mais puisque vous parlez, vous dites que moi j'ai un problème avec. Non, je pose une question. Non, je vous dis donc que j'ai répondu ça par l'absurde. J'ai fait heureusement par l'absurde. Je dis donc que bon. Si vous estimez que faire ce que je fais veut dire que j'ai un problème avec ce parti, ok, moi je vous réponds. Je n'estime pas, je pose une question. Justement, en disant que si c'est vrai pour moi, c'est aussi vrai pour eux. On doit dire que c'est un problème personnel qui les oppose au président Biya, puisque c'est le président du RDPC qui est leur adversaire, pour ne pas dire ennemi. Mais ils vous diront non. Tirez la conséquence vers moi. Vous avez la réponse, non? Non. Continuez votre raisonnement. Donc, pour dire quoi? Donc, vous voyez que là, le bavardage sur le boycott, c'est de la surenchère. Et ça participe de la poursuite d'un plan qui est mis en œuvre depuis contre le Cameroun, que nous on connaît, l'ivoirisation du Cameroun, contre lequel je me bats. Et je reviens dans votre question à savoir est-ce que j'ai un problème personnel? Non. J'ai un problème contre le projet occidental qui est d'ivoiriser le Cameroun, c'est-à-dire refaire ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire et placer à la tête du Cameroun un proconsul. Et ce plan, tout le monde le connaît désormais, c'est établi depuis. C'est le même projet. Je combats ça. C'est contre ce projet que j'ai mis mon parti de côté pendant 10 ans pour défendre le Cameroun. Attendez, c'est contre ce projet que je fais tout ce que je fais. C'est parce que c'est contre ce projet
que j'ai porté tout ce que j'avais comme capital politique ici, en 2018, j'ai donné au président Biya, par l'amour de mon pays. Et par récompense, pour ça, non, ses collaborateurs... Ma récompense est déjà là. Je veux dire, tout à l'heure... Ma récompense est déjà là. Non. Laissez les Ando-Colons combattre dans la Kani. Ils n'auront pas le Cameroun, je leur ai déjà dit ça. Vous comprenez? Tous ces gens-là qui rêvent là, ils n'auront pas le Cameroun. Même ceux qui sont dans le gouvernement. Je dis qu'ils n'auront pas le Cameroun, je parle d'eux. Les Ando-Colons, oui, du gouvernement. Il y en a aussi dans l'opposition, ils sont très nombreux. Les plus nombreux même d'ailleurs. Ils n'auront pas le Cameroun. Vous me mettez dans une autre dimension de la politique. Ces Ando-Colons, je l'ai déjà dit. Vous savez que depuis 10 ans, moi, Balakani, je dis qu'aucune force au monde peut déstabiliser le Cameroun. Vous savez, c'est notre avarice. Vous savez que moi et vous, on a géré un dossier sérieux sur le Gabon. Donc. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Quand personne ne croyait. Donc, depuis 10 ans, je dis ceci. Aucune force au monde, je répète, j'ai dit aucune. C'est un défi que je mets le monde entier à témoin. Aucune force au monde, même si les Américains, les Français, tout ça coalisent contre le Cameroun, ils seront battus. Par qui? Par le Cameroun. Aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire ne peut pas réussir au Cameroun. C'est Badakani qui prend ça sur moi. Je sais le même plus loin. J'ai dit que même le président Biya, s'il veut déstabiliser le Cameroun, il ne peut pas. Ça fait 10 ans que je le dis. Bon, parlons de déstabilisation. Vous comprenez, non? Donc, parlons de déstabilisation. Son programme d'ivoirisation qui a commencé depuis très longtemps. Président Balakani, parlons de la déstabilisation. Justement, de plus en plus, des personnes... Nous continuons. On va y arriver. Oui, je reviens, je finis avec le boycott. Je finis. Donc, tout ce qu'on raconte au boycott là, c'est du bavardage. Je suis même gentil. Un homme sur nous ne doit pas perdre 5 minutes à écouter ce bruit. C'est un plan pour faire la diversion aux gens. C'est vrai que ceux qui écoutent ne sont pas... Il y en a beaucoup de personnes qui écoutent. Je les explique donc que... J'ai expliqué que la situation était même chose en 2013. Ils sont allés. Et à l'époque, ils n'ont pas dit que Cameroun boycotté. Ils ont fait l'impasse dessus. Alors qu'à l'époque, des voix se sont levées pour dire qu'avec un tel taux d'abstention, quelle autre légitimité? On a fait l'impasse dessus, déjà à l'époque. Et il y a même des rapports qui ont été écrits à l'époque. Des rapports qui existent, qui attirent l'attention sur ce taux d'abstention. Ils sont allés à la présidentielle. Je vous ai dit le taux d'abstention qu'il y avait à la présidentielle. Ils ont dit qu'ils ont gagné et que Dieu doit descendre du ciel venu sur terre, les installer au pouvoir. Pendant qu'ils étaient en prison, ils ont demandé à leurs électeurs, à leurs militants de préparer l'élection municipale et législative. Puis c'est dans mon quartier où j'habite, je les voyais passer pour mobiliser les gens, recruter les gens, préparer les listes qu'ils devaient faire. Je les voyais. Plus grave, quand ils sortent de prison, ils mettent sur pied une commission nationale d'investiture. D'Avaris Goudou. On parle français, non? Ils mettent sur pied. Mais qui leur a dit de faire tout ça? C'est Paul Biya qui leur a dit de faire ça. Il y avait un fouet qui est fouetté de faire ça. Plus grave, quand les femmes de leur parti interpellent pour dire que mais l'affaire si est bizarre, on ne comprend pas. On leur a fait un cours de sciences politiques qu'on a mis dans les réseaux sociaux. Hein. Ils ont mis pour dire que vous voyez ce qu'on fait. On leur a dit que boycotter l'élection, vous rappelez le cours professoral de l'agrégé interplanétaire à ces militantes femmes. Qu'on a mis sur Internet pour dire comment est-ce qu'ils professent la science politique pour leur dire que boycotter l'élection, c'est une erreur. Pendant quand nous arrivons, nous sommes en train d'aller vers notre élection. Attendez, je termine. Qu'est-ce qui s'est passé dans Davaris entre-temps? Pourquoi aujourd'hui, on veut brûler le Cameroun parce qu'on dit qu'on a appelé à boycotter le Cameroun, on respectait. Ou si on est lui-même dit que 70% des électeurs ne sont pas allés voter. C'est ce qu'il dit lui-même, non? C'est pas lui qui a dit. C'est qui? J'ai dit, il y a plus de... Non, lui-même il a dit, il a fait une sortie. Il a fait une sortie. Non, j'ai dit, il a fait une sortie. J'ai dit, puisqu'il y a des organismes qui en ont parlé. Quel organisme? Il y a beaucoup d'organismes internationaux qui en ont parlé. Je n'en ai pas la liste ici, là. Attention. Disant, oui, qu'il y a un taux d'attention élevé. Ceux qui sont partis, oui. Les observateurs qui étaient au Cameroun. Oui. Venant de l'étranger. Oui, exact. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Lisez toutes leurs observations. Je prends le cas de l'Union africaine, par exemple, qui a dit que l'appel au boycott a joué un rôle important dans l'abstention. C'est dans le rapport de l'Union africaine. C'est tout ce qu'ils ont dit. Entre autres, bon, je ne peux pas faire un rapport de plusieurs pages. Ils ont dit que, ça n'enlève rien à la valeur du résultat. Exact. Deux, ils ont dit qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le jeu électoral camerounais. Ils l'ont pas dit? Ils l'ont dit. Et il reste encore beaucoup à faire. Bon, ok. Donc, lisez tout le rapport. Maintenant, l'Union africaine, vous connaissez ce qui est prendre de l'Union africaine, mais je ne vais pas revenir. Ce n'est pas ça l'objet du jour. Moi, il fait une démonstration scientifique pour dire que... La régie nous fait déjà si. Ce n'est pas l'appel au boycott que les gens ont suivi. Bon, les gens, depuis 30 ans, depuis 30 ans au Cameroun, le boycott, l'abstention est une variable majeure du jeu politique camerounais.
depuis 90, 92, 97, on observe ça. Les électeurs, il y a eu un pic de participation entre 90 et 92. Mais à partir de 97, il y a un pic descendant d'abstention. Pourquoi? Parce que l'élection au Cameroun ne change pas la vie des gens. Et ça, c'est un problème structurel qui est lié à l'histoire du Cameroun et à la nature, en partie, de l'État qui gouverne le Cameroun. Ce problème-là, surfer sur ça pour appeler un... Écoutez, Davalis, si je viens vous dire que, si je dis à une personne que les studios de Davalis Goudjou sont verts, il vient, il voit ça que c'est vert. J'ai fait l'espoir. Non, j'étais tellement là avant lui. Vous comprenez ça? J'étais tellement là avant lui. Maintenant, si je avait dit que vraiment, tu as vu, je t'ai dit que le studio a été vert. Je suis un génie, je suis très fort. On a se demandé si mentalement je suis normal. Donc, les victoires du boycott, vraiment, N'Djamène a répondu à ça. Allez voir ses réponses. Okay. Président Banakani, vous parlez beaucoup des questions de sécurité au Cameroun en tant que géopoliticien. Et surtout, la deuxième, c'est leur droit. Hein. Beaucoup de militants de ce parti ont voté pour le RDPC. Pour le RDPC? Oui. J'ai les preuves de ce que je dis. Bon, président Banakani, c'était une parenthèse. Okay. Le bien-être des Camerounais vous tient à cœur. Voilà. Et pour bénéficier d'un certain bien-être, c'est important qu'on puisse avoir la sécurité. Mais tout récemment, par rapport à la crise au nord-ouest, au sud-ouest, dans la région du nord-ouest, notamment dans la localité de Ngarbou, il y a eu pratiquement un événement très malheureux. Il y a l'incendie de plusieurs maisons. Et selon les bilans, il y aurait eu 5 morts, parmi lesquels des enfants, une dame. Et pour d'autres personnes, il y aurait eu plus d'une vingtaine, notamment 22 ou 23 morts, parmi lesquels 14 enfants. Quelles sont vos impressions à propos de cette tragédie? D'abord, je voudrais m'incliner devant les morts. Chaque fois qu'on perdra un être humain au Cameroun, pour cette guerre qui n'a aucun sens, je serai triste. Je m'incline devant la mémoire des morts. Quand je l'ai fait d'Avaris, je vous ai rappelé 2 choses. Le Cameroun est en guerre. Une guerre qu'on lui a imposée. Je vous ai dit que les justifications qui ont été mises en avant pour cette guerre, nos positions sont connues depuis. J'ai démontré que moi je ne suis pas là-dedans. Pour la simple raison que, si quelqu'un vous dit que parce qu'il est marginalisé, il est fâché de vous, il vient prendre votre maison, vous n'avez pas à le laisser faire. Ça veut dire que quelqu'un a fait un coup de chez vous, voler la nourriture qui est à votre maison sans vous demander. Même si avoir faim n'est pas bon, il n'a pas le droit d'entrer chez vous et prendre votre mamite. Vous allez dire que, oh, monsieur, c'est ma maison. Vous aurez dû me demander. Je parle de la loi au Cameroun. Au Cameroun, il y a des lois. Et toutes les organisations internationales, les États, les institutions religieuses, le Vatican, sont au Cameroun sur la base de la loi. Les accords qui les lient avec le Cameroun sont consacrés et protégés par la loi. Mais quand des gens se sont élevés dans ces régions-là, des aventuriers qui voulaient vendre ces 2 régions du Cameroun, je leur ai démontré à leurs amis américains, leurs réseaux américains, ont violé le Cameroun. Ces gens se sont tués et ont soutenu ça. Ils ont dit que c'est des revendications légitimes. Le jour où ils vont se lever pour aller arracher les terrains des catholiques, je verrai s'ils vont dire que c'est légitime. Le jour où les gens vont se lever pour dire que nos parents là qui vont donner les terres à vous les catholiques là, nous on refuse ça, je verrai s'ils vont dire que c'est légitime. Ils vont demander la loi et le respect des contrats. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Le Cameroun est en guerre. Et on a attaqué sous prétexte que les gens, il y avait 2 États à Mathusalem, n'est-ce pas? Il y avait 2 États. L'État camerounais se défend comme tous les États du monde. Deuxièmement, c'est un crime de mettre ces mêmes pieds d'égalité. L'État du Cameroun, qui lui répond de ses actes, avec des voyous, des criminels, qui égorgent les enfants, violent les femmes. On les met ces mêmes pieds d'égalité. On dit que non, vraiment, et ici là vous tuez eux aussi, tuez en condamne les 2. Alors qu'en réalité on est derrière les ambazoniens et leurs milices sécessionnistes, terroristes. On est derrière eux. Nous n'avons jamais fait ça. D'abord, on est en guerre. La guerre n'a jamais été nulle part une promenade dans un salon. On a même vu une armée sur terre qui fait une guerre parfaite. Mais au Cameroun, on veut imposer la guerre parfaite. On veut au Cameroun de protéger la loi, de protéger les contrats qui plaisent aux Français, aux Américains et consorts qui soutiennent ces gens-là. Vous comprenez? Je dis bien Français et Américains qui soutiennent ces gens-là. C'est bien, il y a les lois. On va le Cameroun pour défendre son intégrité territoriale, reconnue au niveau de l'ONU. Il faut qu'il fasse une guerre parfaite. Alors qu'à l'heure où on parle, de par le passé,
Les Occidentaux nous ont montré que, en termes de guerre parfaite, c'est-à-dire, c'est l'écart cosmique qui les sépare de cette réalité. Ils ont fait la guerre parfaite au Vietnam, n'est-ce pas? Ils l'ont fait pendant les colonisations, n'est-ce pas? Ils l'ont fait en Libye. Ils le font au Yémen, là où nous parlons. Ils le font au Mali. Ils l'ont fait en Centrafrique. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Et que disent-ils lorsqu'en Espagne, le peuple catalan vote quelqu'un pour dire que nous, c'est un président, on veut être indépendant. Et quand la police saute sur ces gens, que dit l'Union européenne? Que taisez-vous, nous sommes derrière Madrid. L'Espagne est indivisible et unique. Ils le disent. Il faut arrêter cette hypocrisie. Je n'ai pas vu le catholique écrire une lettre pour l'affaire des Catalans. Je n'ai pas vu ce que vous appelez évêque écrire une lettre pour la Libye, ni pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu ces gens écrire une lettre pour Gbagbo. Innocenté. Ils n'ont jamais rien dit sur le franc CFA et les bases militaires, ils se taisent. Ils n'ont jamais rien dit sur les pillages, toutes les guerres criminelles qui ont été faites contre le continent africain. Ils n'ont rien dit qu'on a tué Kadhafi, on l'a arrêté comme ça, Sarkozy l'a arrêté. Ils l'ont fait subir des services sexuels, ils l'ont tué froidement. Je n'ai pas vu la lettre d'un évêque sortir quelque part. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec le Cameroun. Cette affaire, c'est un truc monté de toutes pièces, M. Davis. Vrai. Allons même plus loin. Supposons que c'est vrai. C'est l'armée du Cameroun. C'est une politique délibérée de l'État du Cameroun de le faire, Alvarez. Pourquoi on incrimine toute l'armée? Or, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été fait. Je suis très content de voir que l'armée du Cameroun, enfin, se réveille. Parce que moi, j'étais fatigué de voir qu'on laisse les gens dire tout et n'importe quoi. Alors qu'il y a au Cameroun, il y a au Cameroun une justice. J'ai appris que des plaintes ont été diligentées contre les propagateurs de fausses nouvelles, dont Maître Akeremouna, M. Kamto et Awabala. Si c'est vrai, je tire un coup de chapeau. Ils vont démontrer au monde entier comment l'armée camerounaise a fait un massacre. On parle français, hein? Quand on dit massacrer, c'est que je quitte chez moi, je prends les armes que j'ai, je vais massacrer les innocents qui ne m'ont rien fait. Et des armées qu'ils sont, c'est le cas. C'est une guerre où ces gens sont de plus en plus lourdement armés, tout le monde le voit. Ils égorgent les militaires quand ils les attrapent. Ils égorgent les femmes. Le monde entier a vu. Elle s'appelait qui encore? C'était cette belle dame-là qui a été égorgée à mon vision. C'était gardien de prison. Oui, gardien de prison. Le nom m'échappe, mon Dieu. Tellement c'était atroce, c'est terrible. Tout ça est construit. Ils tuent des enfants tous les jours. On le voit. Je ne reviens pas sur ce qu'ils font de l'école. Je ne reviens pas sur le sort qu'ils réservent à ceux qui sont contre eux, même quand ils sont anglophones. Ils brûlent leur maison. Ils les menacent, ils les blessent, ils les violentent. On ne dit rien. Vous comprenez? Donc ces gens, on dit que l'armée a massacré. Ça va, bon Dieu. Mais vous savez, je ne suis pas surpris, vous savez. Regardez aujourd'hui la CPI. Tout ce qu'on dirait de Gbagbo quand il était président. On a qualifié son armée de massacreuse. Vous souvenez les images des femmes qu'on avait tuées, et dès que le tournage est fini, elles s'est enlevées. Le monde entier a vu. Parce qu'elles s'est enlevées très tôt. Or, leur cour pénal là, cette sorcellerie là qu'on appelle cour pénal, l'a innocenté. Mais il y a 5 ans, on l'avait dit criminel international, tueur international. On a dit que son armée était. Ce sont les mêmes réseaux qui sont à l'œuvre au Cameroun. Même réseaux sont à l'œuvre. Il est question de diaboliser l'armée du Cameroun, de la désorganiser, de créer un schisme à l'intérieur. Parce que tant que cette armée est unie derrière son chef, ils n'auront même pas 1 centimètre du territoire. Et leur projet est voué à l'échec. Il faut la diaboliser et l'affaiblir pour obtenir la pression internationale, pour que le bien négocier avec Kamto, pour que le bien négocier, c'est pas avec qui, pour que les gens viennent signer leur contrat. Ça ne passera pas. Le NMP est derrière l'armée du Cameroun. Le NMP est derrière l'armée du Cameroun et son chef, le président Biya. Je le soutiens et je soutiens l'armée. Voilà, l'armée de mon pays. Je peux terminer? Oui. Je peux terminer? Le score que nous avons fait au municipal n'empêcheront pas de continuer à soutenir le président. Ce n'est pas une marchandise, c'est pas une affaire de marchandise, c'est l'affaire de l'intérêt supérieur du Cameroun. Nous allons continuer à soutenir l'armée du Cameroun, à défendre le Cameroun. Justement, et leur projet là, ça ne passera pas. Oui, justement, nous arrivons au thème de notre émission. C'est pourquoi je vais vous poser une dernière question. Certaines personnes, comme vous l'avez bien fait de le souligner, estiment que vous devez prendre votre retraite politique. Et alors que vous êtes relativement jeune, quand on regarde ceux qui nous dirigent aujourd'hui, comment envisagez-vous votre carrière politique dans un avenir à court, moyen et long terme? Ça fait rire. Hein? Je connais le petit intrigant qui a lancé ça dans les réseaux sociaux. Je ne lui répondrai jamais, d'autant plus que c'est un enfant que j'ai élevé. Je ne vais pas lui répondre. Tout ce que nous avons fait pour l'Afrique depuis 30 ans, depuis 10 ans, on l'a fait sans aucun mandat électoral.
Et ceux qui ont le mandat n'ont pas ce bilan au Cameroun. Vous avez vu le bilan du NMP durant la campagne, je l'ai présenté dans la campagne. Je l'ai fait sans avoir d'élus. Le NMP l'a fait sans aucun élu. Et ce bilan est supérieur au bilan de tous les partis politiques qui ont des élus. Pas possible. C'était une parenthèse. Je suis à l'heure de l'élection pour protéger mon pays, je vous l'ai dit. Le but n'était pas de gagner une mairie. C'était pas le but. Je connais très bien le système politique camerounais. Tant qu'il est à l'État, des forces comme les nôtres auront de la peine à émerger. Vous comprenez? Mais les jours de ce système sont comptés. Historiquement, tout démontre que les conditions nationales et internationales qui ont permis que ce système fonctionne au Cameroun n'existent plus. Donc, va ou pas, il va évoluer. Il va évoluer. D'ailleurs, il n'a qu'à suivre le discours du président à la jeunesse. Le président a dit, les gens font seulement de ne pas entendre, il a dit, n'ayez pas honte de ce que vos héros nationaux ont fait. Tu n'es pas fier quand tu entends ça? C'est pas le fruit de ton combat aussi? On l'a mené? Le président l'a dit. Donc, il y a des choses qui bougent. Ça va bouger. Le système est condamné. Quand il va passer, les forces comme l'autre vont retrouver la place, à savoir la majorité, vont dominer le pays, vont changer l'Afrique. Donc il y en a justement qui ont intérêt à ce qu'ils prennent ma retraite. Ils ont intérêt. Parce que quand je suis là, leur projet ne passe pas. Eh bien, vous allez encore souffrir longtemps devant ma tête. Qui va bloquer tous vos projets là, avec tous les patriotes du Cameroun, de l'armée et le travail du chef de l'État du Cameroun. Nos têtes seront là pour vous empêcher de réussir dans votre projet. Donc, moi, je ne commente pas des inepties de ce type. Président Mbandakani, merci infiniment de nous avoir fait l'honneur pour votre première sortie après ces élections législatives et municipales. Chers téléspectateurs de Africa Télévision, de Cellule des crises, nous espérons que vous avez été satisfaits des explications, des déclarations du président Mbandakani par rapport à un certain nombre, par rapport au déroulement des élections au Cameroun en général et à Douala en particulier. Merci, restez des nôtres.